j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Il faut que je me mette la crème hydratante sur les mains, donc je vais la chercher tout de suite. Et puis voilà, je sais pas, je vais peut-être pas... Non, je vais parler à cette hauteur-là, je pense. On va pas parler fort, de toute façon. On est chez toi, donc voilà. Tu me dis quand je peux arrêter de parler. Ça enregistre déjà, hein, fais gaffe. Ah, ok. Ne dis pas de tu vas couper. Je sais pas, on verra. Ah, tu ne sais pas. Non, on verra. Alors, attends, je bloque le micro entre mes jambes pour m'étaler la crème. Et puis voilà, hein, on est bien comme tout. De toute façon, on boit un verre d'eau et on n'est plus au Lot7. Donc un café au Lot7, là... Bon, c'est mort, hein. Bah là, c'est un verre d'eau au 125, quoi. Ouais, putain. Alors, moi, je vais enlever le Wi-Fi aussi pour pas me faire emmerder par tous mes followers. Allez, je me mets en mode avion. Allez, putain, il y en a peu qui font ça. Tu sais que je le remarque, les gens qui mettent avion ou pas avion pendant qu'on lance le truc. Ah ouais ? Ouais, il y en a qui mettent pas avion et qui regardent leur SMS pendant qu'on parle, ça m'énerve. Ah bah regarde, moi je suis poli. Ouais, non mais il y en a quand même qui mettent avion. Ok, bah écoute, un café au Lot7 avec Tania Dutel. Ouais. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais d'être invitée. Bah ouais, mais j'attendais d'être assez pro pour pouvoir t'inviter. Bah je sais. C'est pas rien, hein. T'as commencé, tu t'es un petit peu testé, puis après tu t'es dit c'est bon, je peux l'inviter. Je me sens prêt. C'est peut-être le dernier d'ailleurs, je pense que je vais peut-être arrêter après. Bah je pense que tu ferais bien, ouais. Ouais. Ok, ouais. Je vais arrêter. Bon bah dernier épisode d'un café au Lot7. Voilà. Et c'est un épisode avec Tania où j'ai plein de trucs à te dire. Ouais. Voilà. Et j'ai envie de commencer, parce qu'on va parler un peu de ton spectacle et tout, mais j'ai envie de commencer par une phrase que t'as dite et qui m'intéresse. C'est je me suis mis des barrières toute ma vie. T'as dit ça dans une interview récemment. Dans quel sens tu disais ça ? C'était dans l'interview de l'Express ? Ouais. Je me suis mis des barrières. En fait, c'est... Alors, parce qu'à mon avis, c'était dans un contexte, donc j'essaie de réfléchir. Mais en fait, tu sais, c'est les barrières des fois, t'as peur de dire des choses parce que tu sais que tes parents, ils peuvent l'entendre. Ok. Par exemple, sur scène, quand j'ai commencé à vraiment faire du stand-up, c'était dur parce qu'il y avait des sujets que je voulais aborder, mais je me disais un jour, mes parents vont voir mon spectacle et j'ai pas envie qu'ils voient ça. Et j'ai réussi à me détacher de ça et donc j'ai pu aborder plus de sujets. Comment tu t'en es détachée ? Bah, en me disant que ça y est, j'étais adulte et qu'il était temps que je prenne conscience que je suis une femme et que ça y est, j'ai plus... Mes parents sont plus derrière moi, quoi. À quel âge t'es devenue une adulte ? Et bah, j'ai eu ce déclic-là à 26 ans. Ça fait tard, hein. Et si tu dis déclic, c'est qu'il y a eu un moment clé ? Ou ça a été progressif ? Ça a été le moment où je suis vraiment passée au stand-up, en fait. Ça s'est fait assez vite, quand même, de faire ça. Et ça a été, là, tu t'es dit, le moment où t'as fait ça a été, en gros, tu t'es libéré du truc de tes parents et du coup t'as fait ça, ou t'as fait ça et du coup tu t'es libéré du truc de tes parents ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Bah non, je me suis... En fait, ça s'est fait en même temps. Ok. J'ai commencé à le jouer. De toute façon, j'étais un peu en mode, de toute façon, mes parents vont pas me voir tout de suite, donc j'ai encore un petit peu de temps. Ok. Et puis après, il y a eu des trucs qui sont sortis sur Internet, donc j'avais plus le choix de toute façon. Ouais. Et du coup, t'as eu des retours d'eux ? Ouais, mais oui. Ils disent quoi ? Bah... C'est drôle parce que par exemple, quand j'ai joué à Avignon il y a 2 ans, ma mère m'a dit « Ah bah on va venir te voir avec ton père » et j'étais « Mais non, je veux pas que vous veniez, c'est pas un spectacle pour les parents. » J'ai dit « Vous viendrez dans une autre salle, mais là à Avignon, peut-être que le soir où vous allez venir, il y aura personne, je devrais annuler ou alors je vais jouer devant 4 et je vais bien vous voir, je veux surtout pas ça. » Et j'ai dit à ma mère « Mais tu sais, moi je parle quand même un peu de ma sexualité et tout. » Elle m'a dit « Oh mais écoute, tu peux bien faire des plans à 3, qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse ?» Et j'ai dit « Mais maman !» Elle va te faire le plan à 3 direct, quoi, c'est ça. Ah oui, non, mais et puis elle m'a sorti un truc, un gars lui a montré une vidéo d'une nana qui justement est en plan à 3 et le premier réflexe qu'elle a eu c'est « Oh bah dis donc, ça doit faire mal !» Et je dis « Mais enfin !» C'est drôle. Ouais. Ok. Donc, libéré du prisme parental. Exactement. Et du coup, spectacle... Moi, je suis à la première de ce spectacle. Ouais, au Sentier des Halles. Au Sentier des Halles. Ouais. Et depuis, ce spectacle a roulé, il a allé jusqu'à la nouvelle scène. Ouais. Ce spectacle, c'est le premier ou pas ? Non, c'est le deuxième. Ok. Et du coup, tu l'as travaillé pendant combien de temps ? Tu l'as sorti ? C'était vraiment... Là, c'est parce que c'est quand même le spectacle qui fait qu'on parle de toi en ce moment. Ouais. Tu l'as préparé dans quelle optique ? Je suis assez en mode... Bah, j'avais pas vraiment d'optique en fait. Je travaillais, je savais que c'était ça que je voulais faire, donc je continuais. J'ai commencé à l'écrire en janvier 2016 et je l'ai joué pour la première fois en mai 2016, donc je l'ai écrit en 4 mois. Ok. Tu l'as joué où au début ? Au Quai du Rire, Ok. à Marseille. À Marseille, ok. Ouais.
J'ai fait 3 dates là-bas, ça s'est très bien passé. J'avais un peu peur parce que le format que j'ai, qui est quand même très 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 stand-up, il n'y a pas beaucoup de femmes qui font ça. Donc j'avais très peur de comment ça allait être reçu et au final ça a très bien marché. Donc j'étais contente. Après je suis partie faire Avignon. Je suis partie faire Avignon un mois et je suis revenue à Paris et j'ai commencé au Centre Idéal. Ok, et t'es contente ? Ouais, je suis très contente. Ok. Après, le spectacle, depuis que t'es venue, il a bougé. Oui, je sais. Mais j'ai vu tes passages entre temps. Enfin, je te vois souvent jouer. Ouais. Et ouais, parce que t'as tout le temps des nouvelles idées. Et en plus, là, parce que tu parles aussi beaucoup. C'est un spectacle, entre guillemets, à la fois qui parle vraiment de toi, mais qui est aussi très actuel par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Ouais. Et tu vas parler, effectivement, à la fois de célibat, on va en parler, de vivre seul, d'être une femme, de plein de trucs. Mais avant de parler de tout ça, toi, le stand-up, pour toi, c'est une question que je me suis posée en ce moment, et du coup, c'est pour ça que je veux te la poser. C'est ton métier ou c'est un art pour toi, le stand-up ? Oh là, je me suis jamais posé cette question. Il faut. Moi, je le vois comme mon métier, mais en fait, je le vois pas comme un métier en mode comme quand tu vas au bureau, quoi. C'est comme les gens disent, un métier passion. Et donc, je le vois comme ça, mais au final, oui, bien sûr, c'est un art aussi, puisqu'on a tous notre façon de parler, on a tous notre façon d'écrire, on n'écrit pas du tout de la même façon. Donc, c'est aussi un art, effectivement. Ouais. Et du coup, tu dis que c'est dur c'est un de tes prémices, c'est dur d'être une femme dans le monde du stand-up. Ouais. Je crois que je m'en rends compte plus ou moins, mais je m'en rends pas compte puisque je le vis pas non plus. À quel point c'est dur et à quel point c'est moins dur depuis que là, en ce moment, ça marche mieux, ou à quel point il reste encore des difficultés alors que ça marche encore. C'est quoi les barrières d'être une femme dans le monde du stand-up aujourd'hui ? Alors en fait, il y en a et il y en a pas. C'est-à-dire que c'est dur dans le sens où on est dans un milieu plutôt masculin et donc on va plutôt subir les blagues misogynes que les copains sont contents de faire pour faire rire les autres. Sauf que moi, ça me fait pas forcément rire. C'est dur dans le sens où j'ai déjà entendu plusieurs fois qu'il n'y a qu'une seule place pour une fille sur des plateaux. Donc quand tu vois un plateau à 6 personnes et qu'on peut avoir une seule place, c'est relou. Mais après, là où c'est pas forcément dur, c'est qu'on est moins de femmes. On est encore beaucoup moins à faire du stand-up, puisqu'il y en a encore beaucoup qui font encore des personnages. Et que donc sur les plateaux stand-up, forcément, il y a moins de choix. Donc à partir du moment où t'es drôle, t'es choisi. Ok. Donc c'est dur sans l'être en fait. Ouais, ok. Mais ok. En fait, il y a des avantages et des inconvénients, mais comme être un mec aussi dans le stand-up. Non, mais on va pas. Enfin, à mon avis, il y a quand même des barrières plus difficiles quand même. Genre, il faut quand même. Fais pas style. Je sais qu'en vrai, tu penses que c'est plus dur, non ? Enfin, moi aussi d'ailleurs. Oui, c'est plus dur. C'est plus dur, mais en même temps, je me rends compte aujourd'hui que je suis appelée sur plein de gros plateaux à Paris, donc je peux pas dire non plus que je galère en fait. Voilà, ouais. Ok, c'est intéressant. Et du coup, après ton spectacle, parce que tu parles vachement de sujets effectivement qui touchent à la cause des femmes, mais en étant universel, hein, c'est pas en mode un spectacle du tout pour les filles, hein, c'est vraiment un spectacle pour tout le monde, mais qui touche à la cause des femmes et qui est universel. T'as déjà eu à la fin de tes spectacles des retours de meufs qui t'ont dit que ça les a aidés sur un truc ou que tu leur as débloqué des trucs, parce qu'il y a quand même aussi pas mal de sujets que t'abordes qui doivent être vachement cathartiques pour les gens qui te regardent, quoi. Alors déjà, j'ai su, la dernière fois que j'ai joué au One More, il y a une nana qui est venue me parler à la fin pour me dire « Putain, je suis venue voir ton spectacle il y a quelques temps et j'étais avec une pote et elle devait accoucher 2 semaines après et je voyais, elle arrêtait pas de répondre dans ton spectacle, on est sorti, elle a perdu les os. » Non, t'as fait perdre les os à quelqu'un ? J'ai fait perdre les os à quelqu'un. Ça t'a fait quoi de... Ah je suis pas peu fière. Hein. Clairement, je lui ai demandé si l'enfant s'appelait Tania et en fait, pas du tout, c'est un petit garçon qui s'appelle Jules. Donc voilà, coucou Jules, je suis un petit peu sa marraine, on peut dire, même si je ne l'ai jamais vu cet enfant. Et tu vas peut-être avoir un public de femmes enceintes un jour qui attendent tous d'accoucher, genre en mode on va accoucher maintenant, on va aller voir Tania. Ouais, c'est ça, peut-être. Peut-être que tu devrais mettre ça sur l'affiche, il y a un spectacle qui vous fait accoucher. Ouais. Oh ça va vraiment motiver les mecs à venir, ça. Est-ce que tu dis que tu faisais pas du stand-up avant ? C'était plutôt de l'absurde ce que je faisais avant, donc c'était pas du tout. C'est quoi l'absurde ? C'est Arnaud de sa mère, c'est Ben, c'est vraiment un autre truc, c'est pas du tout dans la punchline comme on le fait aujourd'hui. Et c'est pareil, il y en a qui parlent de sujets d'actualité ou de société, comme Ben qui parle quand même beaucoup d'écologie, mais souvent dans les spectacles absurdes, t'as pas de lien avec la société, sauf que moi j'avais envie de parler de ça, donc c'est aussi pour ça que je suis partie sur le stand-up. Ok, t'as fait combien de temps d'absurde avant de partir sur le stand-up ? J'en ai fait longtemps, attends. J'en ai fait genre 6 ans. Ok. Ouais. Et 6 ans, il y a eu des moments quand même haut, bas, où ça a toujours été dur, ou ça a été comment ? Ça a toujours été dur. Ok. En fait, et t'as été accroché 6 ans ? J'ai quoi ? Tu t'es accroché 6 ans ? Ouais.
C'est ouf. Ouais, mais parce qu'en fait, au début, j'étais étudiante, donc je faisais ça à côté. Okay. Après, j'avais un job, donc je faisais ça aussi à côté. Et j'ai arrêté de bosser. Et en fait, j'avais pas de spectacle à ce moment-là. C'était juste, j'allais dans des scènes ouvertes pour jouer. Et j'ai arrêté de travailler. J'ai eu mon spectacle 1 mois après. Et après, je l'ai joué pendant 1 an et demi, je crois. Okay. Et j'ai arrêté pour faire du stand-up. Comment tu t'es la première fois que tu allé dans une scène ouverte, c'était quoi le déclic ? Pourquoi tu t'es lancée sur une scène ouverte alors que tu étais étudiante et tout je savais que j'avais envie de jouer parce que j'ai commencé le théâtre quand j'avais 7 ans. Ah, ok. Mais moi, j'aime pas trop le théâtre classique, en fait. Enfin, c'est pas que j'aime pas, j'aime beaucoup, mais je me voyais pas jouer dedans. Ok. Et en fait, avec une pote de classe, on allait voir le spectacle de Mustapha El Atrassi. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Ah ouais ? Ouais. T'es sortie de la salle en disant je veux faire ça. Ouais. Et il fait du stand-up, Mustapha, donc t'as fait de l'absurde. Mais en fait, je voulais monter sur scène toute seule et écrire mes trucs. Ok. Mais tu sais, moi, quand j'ai commencé, le stand-up, c'était pas hyper à la mode, quoi. Non, bien sûr, ouais. Donc, il y avait surtout le Jamel Comedy Club, mais c'était pas au niveau où c'est aujourd'hui. Et du coup, là, aujourd'hui, t'en es arrivé à un truc où, effectivement, t'es produite aujourd'hui par Verino. Ouais. C'est étonnant d'être produit par quelqu'un qui en fait aussi, parce que moi, je connais que Adrien qui a été produit par Shirley pendant un temps, toi avec Verino. Comment s'est passé le moment où Verino, il t'a dit, tiens, j'ai envie de bosser avec toi, enfin, genre, ça a été un truc... Toi, t'as hésité, t'as été surprise. Comment ça s'est passé le truc avec Verino ? Alors, moi, je l'ai relancé quand j'ai eu ma programmation au Sentier des Halles. Ouais. Je m'attendais pas à jouer mon spectacle toute seule là-bas. Ça s'est fait un peu par hasard. Et donc, je l'ai relancé en mode... parce que je sais qu'il prenait des premières parties. Donc, en mode, est-ce que je peux faire ta première partie de temps en temps parce que j'ai besoin de faire de la promo. J'ai joué une première fois, il m'a demandé de revenir. Et au bout d'un moment, il m'a dit, en fait, quand c'est toi qui fais ma première partie, ça se passe mieux pour moi après. Okay. Et donc, je voudrais que ce soit toi tout le temps. Et du coup, je dis, bah, ok, cool. Son metteur en scène m'a vu aussi, il m'a dit la même chose. Il m'a dit, ça se passe beaucoup mieux après quand c'est toi qui joues. Et donc, j'y suis allée tout le temps. Il a vu qu'il y avait des gens qui commençaient à s'intéresser à moi. Donc, il a commencé à me dire, ouais, si tu te proposes des contrats, tu me le dis. Comme ça, je peux regarder, je peux t'aider. Et moi, j'espérais qu'il me propose une production parce que moi, j'avais vraiment besoin du côté humain. Et puis, il m'a proposé. Et donc, voilà. Mais effectivement, c'était dur parce que comme je dis dans mon spectacle, j'ai jamais eu de relation longue. Et pour moi, un contrat de production, c'est un peu comme une relation avec quelqu'un. Ouais. Et donc, j'ai l'impression d'être en couple avec Verino et sa femme, tu vois. Okay. Et donc, ça fait un peu plus d'1 an là qu'on est ensemble. Ok, ça se passe bien ? Ça se passe très bien. Okay. Et on en a encore pour quelques années et j'espère même pour très très longtemps. Ok, l'équilibre te va parfaitement là ? Ouais, c'est parfait. Mais en même temps, il y a eu Verino il y a 2 épisodes et ça m'étonne pas que ça se passe très bien, c'est quelqu'un d'incroyable. Mais c'est le plus gentil, des humoristes. Ouais. T'es tombé sur quelqu'un de très gentil. Ouais. C'est rare d'être content de ça à 100%. Bah ouais, mais tout se passe bien parce qu'en fait, ce qui est cool, c'est que moi, j'ai besoin de beaucoup communiquer dans la vie. Ok. C'est ça qui me pose problème dans mes relations avec les hommes, on va pas se mentir. Et du coup, dès qu'il y a un truc auquel je pense, je lui en parle tout de suite et donc on en parle. Okay. Et par exemple, l'année dernière, il s'est rendu compte que quand on est rentré des grandes vacances, j'étais en mode putain. T'es vraiment leur enfant, quoi. Oui, je suis leur enfant. On est rentré des grandes vacances. Oui, les grandes vacances étaient terminées. Je suis leur 3e enfant. J'ai quoi comme devoir ? Et en fait, quand on est rentré des grandes vacances, je me suis dit putain, ils ont eu tout l'été pour réfléchir et ça se trouve, ils sont en train de regretter de m'avoir produit. Et j'étais t'as fait une pas crise bien. de parano ? Mais bien sûr. Okay. Et puis je dis rien. Au bout d'un moment, je commence à lui en parler. Il me dit mais pas du tout. Et du coup, maintenant, il sait que je suis inquiète. Et donc, même la dernière fois, on a fait. Ouais, je suis très inquiète. La dernière fois, on a fait une réunion avec Marion, sa femme et lui. Et à un moment, Marion dit quelque chose que j'ai très très bien pris. Et Verino a dit attends, parce que je veux pas. Et du coup, tu vois, il reprend après. Je dis mais non, mais tout se passait très bien là. Okay. Donc, tu vois, maintenant, on sait. Et donc, on se dit dès qu'il y a le moindre truc. Et en fait, c'est hyper important, quoi. Ouais. Moi, dès qu'il se passe quelque chose, ils sont au courant tout de suite. Et eux, c'est un peu pareil, quoi. La communication dans le couple, c'est essentiel. C'est essentiel. Non, mais c'est vrai qu'en plus, t'as cette tendance à être inquiète et à demander vite les choses, etc. Ouais. Ça devient ça. Ouais. Bah ouais, mais moi, je trouve que c'est pratique dans la vie. Pourquoi ? Parce qu'au moins, quand il y a un truc qui va pas, je le dis tout de suite et du coup, il peut pas y avoir de malentendus. Je suis assez d'accord. Je te disais pourquoi, mais je sais aussi. Enfin, je suis souvent comme ça aussi. Non, mais je trouve ça vraiment beaucoup plus pratique plutôt que d'attendre en disant peut-être qu'il pense ça ou qu'il pense ça. Bah, tu sais pas parce que tu peux pas penser à sa place, donc tu lui demandes.
C'est une super leçon de vie que tu viens de donner à tous les auditeurs d'un café au Le 7. Merci. J'aimerais qu'on récupère cette phrase et qu'on en fasse un tableau. Je vais la mettre là à la place de mon vidéoprojecteur. Voilà. Bon, bah parfait. Puis le vidéoprojecteur, maintenant, je serai juste inspiré par la phrase de Tania tous les jours devant moi. Puis comme c'est en face de ton lit, comme ça, dès que tu te couches, tu vas pouvoir la regarder. Ouais. Et le matin, pareil. Et y penser. Tu ouvres les yeux, tu vois cette phrase et tu vas voir que tes journées vont se passer à merveille. Ouais, bah écoute, merci Tania. Attends, avec plaisir, tu rigoles. Et pour finir sur le stand-up, avant d'aller dans les sujets que tu développes toi pendant ton stand-up, c'est quoi toi plus tard ce que tu veux faire de la scène toute ta vie, ou il y a d'autres projets à côté qui te feraient plaisir, ou parce que là en fait j'ai un peu l'impression que dans le monde même du stand-up, enfin de tout ce qui amène de la notoriété, en fait j'ai l'impression que le plan A c'est d'être sponsorisé par une marque de chaussures pour aller sur le bord d'un terrain et montrer que tu vois, genre enfin on devient un peu tous des produits marketing, des gens connus et du coup des espèces d'influenceurs, célébrités, tout. Toi ça c'est une partie du métier qui t'intéresse ou qui est chiante, ou comment ça se passe, enfin tu vois, comment t'arrives à gérer ce côté-là avec la scène en fait, le côté t'es de plus en plus appelé pour parler de choses, ou tu sens que tu commences à avoir peut-être déjà des propositions de pub ou de choses comme ça, de sponsoring. Ça t'intéresse ce genre de truc, ou ça te casse le truc? Non, des fois on me contacte en mode j'ai une marque de t-shirt, est-ce que t'en veux un, comme ça tu le mets dans une vidéo. Je dis ok, pas de souci. Ouais, la gratuité c'est génial, hein. Bah bien sûr, ça fait toujours plaisir, on va pas se mentir. D'ailleurs j'en ai reçu un tout à l'heure, mais j'ai jamais eu de truc gratuit moi encore. Ah ouais? Non. Bah écoute, j'ai fait une émission à Liège l'année dernière, j'ai eu ma petite paire de New Balance. Ah d'accord. Attends. Putain, c'est cool d'avoir de la gratuité quand même, c'est-à-dire qu'il pèse. Mais à côté de ça, la notoriété qui est nécessaire avec le milieu, elle te fait peur ou pas? C'est bizarre quand tu parles alors qu'on sent que tu t'apprêtes à rôter. Ça fait une voix très bizarre. Je vais te dire un truc, je l'ai déjà dit dans le podcast avec Paul, je ne sais pas rôter, j'ai jamais roté de ma vie. C'est vrai? Ouais, je sais pas rôter. T'as jamais roté de ta vie? Enfin, j'ai dû rôter 5 fois sans faire exprès, quoi. Vous savez, oh mince, je viens de rôter, tu vois. Ah mince! Mais je sais pas rôter. Oh bah tiens, moi je peux rôter sur commande. Ah ouais? Ouais. Vas-y. Ok. Voilà. Putain, mais je sais pas comment tu fais. Bah j'avale de l'air. Et j'avais de l'air. Je sais pas, je pousse sur mon estomac. Je sais pas exactement ce que mon corps fait, mais en tout cas, je peux rôter sur commande. Mais il y en a plein. C'est pas un vrai truc, Tadia. Mais moi, je sais pas le faire. Non, mais donc, je sais qu'il y en a plein qui savent le faire. C'est pour ce que je veux dire, c'est que je ne m'apprêtais pas à rôter, quoi. D'accord, très bien. J'ai eu une respiration. D'accord. Et je sais plus ce que je disais, du coup. Ah si, la notoriété. Mais moi, j'ai pas de notoriété. Non, mais si, déjà ça commence, et quand on aura une, tu l'imagines comment? Tu l'imagines la vivre comment? Bah déjà, j'aurais pas envie de me retrouver sur des pubs pour de l'immobilier ou je sais pas quoi. J'ai pas du tout envie de faire ça. C'est marrant que t'imagines tout de suite une pub pour l'immobilier. Parce que j'en ai vu une hier, c'est pour ça. Et donc non, moi je veux faire du stand-up toute ma vie, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Ok. J'aimerais bien avoir des chroniques en radio ou en télé, ça serait cool. T'aimes bien les chroniques? Ouais, j'aime bien les chroniques. Ok. Donc j'aimerais bien, mais un truc où t'es pas bridé, quoi, où tu peux quand même un peu dire ce que t'as envie de dire. Mais et en fait c'est aussi pour ça que je crois que j'ai de plus en plus envie de faire des vidéos sur YouTube, parce que comment tu peux faire ce que tu veux. Bah oui, c'est pour ça, parce qu'en fait moi les gens qui me parlent de chroniques, j'en ai parlé je sais plus avec qui récemment, mais ce truc de en fait allume ta caméra, enfin tu vois, tu le faisais toi quand tu débriefais l'actu des magazines féminins. C'était une chronique en soi. Ouais. Et qui marche mieux que beaucoup de chroniques qui passent sur... C'est juste qu'en vrai, quand tu as une chronique en radio ou en télé, c'est différent parce que déjà, t'es payé pour la faire. Oui. Et tu peux avoir de la visibilité derrière, alors que nous, on allume notre caméra, on se met sur YouTube. Moi, j'ai pas beaucoup d'abonnés sur YouTube, donc puis j'ai même pas monétisé ma chaîne, alors... Bon, ok. Ouais. Mais du coup, tu cherches une... Bah, ça serait vraiment pour... En fait, c'est aussi un exercice quand tu fais le truc tout seul chez toi. Attends, faut que je boive de l'eau parce que j'ai un truc dans la gorge qui est en train de se mettre. Bah vas-y, évidemment, c'est un format libre, hein. On n'est pas en chronique là, hein. T'as pas d'obligation, de résultat. Merci. Donc, quand tu allumes ta caméra, tu pars dans un délire de vouloir en faire une fois toutes les semaines, mais si un jour t'as la flemme, tu le fais pas. Alors que quand t'es en radio ou télé, t'as des deadlines, t'es obligé d'écrire. Bon, après, ça c'est à moi après de me mettre des deadlines. Hein, ouais, parce que moi, là t'as arrêté justement de débriefer les magazines. Les magazines féminins, j'ai fait une vidéo par semaine de juin à décembre et j'en ai fait le tour. Ok. Après, c'est un peu les mêmes articles qui reviennent, tu vois. Ok. Donc j'en ai fait le tour, ouais. Ça m'intéressait pas de continuer. Ok. Je trouvais ça marrant parce que ça allait bien avec ce que tu faisais aussi. Et ça m'amène à parler de ce sujet-là, justement. Pourquoi tu t'es mis à débriefer des magazines féminins? C'est parce qu'il y avait le côté ridicule de la chose? Parce que les magazines féminins sont effectivement ridicules. Parce que moi, je me rappelle que j'achetais ces magazines quand j'avais 15 ans et que j'avais l'impression que c'était la vraie vie. Et que, tu sais, ils arrivent à te faire complexer sur des trucs. Et que dans les magazines, t'as une pub pour maigrir et après, ils vont te faire une pub pour de la bière ou je sais pas quoi. Je me dis, à un moment, il va falloir choisir votre camp. C'est vrai.
Et du coup, voilà. Et en fait, c'était surtout que je voulais apporter un message aux adolescentes ou aux jeunes femmes que ce qui est dit dans les magazines féminins, c'est pas la vraie vie et que surtout les meufs, elles sont tellement photoshopées. Là, j'ai quand même racheté, ils ont fait des reboots de magazines, j'ai racheté pour voir. Et au début, c'est écrit les photos de telle à telle page sont presque pas photoshopées. C'est pas presque pas, mais tu vois, drôle. C'est dans ce truc-là. On est presque naturel. Ouais, voilà. C'est drôle. Ben oui. Enfin, c'est drôle, c'est triste. C'est triste, c'est très triste, ouais. C'est très triste. Puis tu vois, quand tu vas dans les magazines qui vont faire des gros plans, ils vont prendre des photos de stars à la plage en faisant des gros plans sur leur cuisse en disant « Regardez, elle aussi, elle a de la cellulite. » Et t'es là, mais putain, mais laissez-le tranquille. Oui, non, c'est vrai. Mais ça va avec, justement, encore une fois, tout ce qui se passe en ce moment, l'émancipation là, et la parole des femmes qui est en train de partir un peu. Enfin, là, voilà, il y a plein de choses qui se passent. Toi, tu l'as vu arriver. Quand c'est arrivé, t'as fait quoi quand... Enfin, je veux dire, t'as envie de participer à ce débat et si oui, de quelle manière, quoi ? Genre sur le féminisme, sur tout ce qui se passe en ce moment. Bah ouais, j'ai envie de participer à ça puisque j'en parle déjà. Moi, je faisais déjà des passages sur le harcèlement de rue avant qu'il y ait le hashtag MeToo. Donc quand il y a eu le hashtag MeToo, j'ai vu que mon spectacle prenait une autre dimension. Ouais. Mais effectivement, oui, j'ai envie de participer à ça. En même temps, j'ai pas envie d'être l'humoriste féministe non plus parce que là, pour l'instant, je parle de ça parce que c'est des sujets qui me touchent, mais peut-être que dans un an, je sais pas, peut-être que par chance, on n'aura plus besoin d'en parler. Peut-être que moi, dans ma vie, je serai à un autre stade. Qui sait, peut-être que j'aurai rencontré quelqu'un. On va voir. On va voir, j'aime bien, tu l'as dit avec tellement de... parce que t'es dans un milieu où c'est dur. Hein. Je vois très peu de gens qui... Enfin si, toi, t'avais Rino qui te donne un bon exemple, mais si tu regardes autour, c'est assez chaotique. Hein. Exactement. Et C'était dans ce sens-là que je disais ça, Tania. C'était pas pour toi personnellement. Merci. Et puis, donc oui, je sais pas dans un an où j'en serai, mais pour l'instant, j'ai envie de parler de ça. Mais bon, après, il faut aussi faire attention à effectivement pas y aller trop fort pour... En fait, moi, par exemple, quand tu vas voir mon spectacle, tu sors pas en disant que c'était un spectacle féministe. Ouais. Parce que j'essaie de le faire hyper subtilement pour que les hommes se sentent pas... Parce que justement, j'ai pas du tout envie de les mettre de côté. Mais donc voilà, non, le sujet est intéressant. Pour l'instant, j'ai envie d'en prendre part. Peut-être que dans un an, ça sera plus le cas, je sais pas. Et comment, ça c'est un conseil juste de femme à homme, hein, mais comment un mec comme moi, s'il a envie d'aider le mouvement, comment les hommes peuvent faire pour participer au mouvement ? Parce qu'on est vraiment tous perdus, je crois. Ouais, en plus, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des femmes comme moi qui, évidemment, ont envie que les hommes prennent part au mouvement, et il y a d'autres femmes qui disent « Bah non, on peut le faire nous-mêmes ». Donc, c'est très compliqué, hein. Bah oui. Ouais. Moi, pour l'instant, mon seul axe, c'est d'essayer d'être quelqu'un de bien, tu vois, et juste de donner la bonne énergie, mais je peux pas, j'ai l'impression que je peux que être passif, quoi. Je peux pas être actif là-dedans. Écoute, il y a plusieurs formes d'être actif ou passif. Par exemple, il y a encore des humoristes que je vois aujourd'hui qui font des blagues hyper misogynes. Oui. Et déjà, j'ai l'impression que dans le seul sens où, par exemple, si tu fais des blagues, je sais pas, sur tes relations ou n'importe quoi, où on voit que tu l'es pas, pour moi, c'est déjà un acte féministe en vrai. Ouais. Mais déjà, moi, je vois chez le public aussi que les blagues misogynes commencent à être refusées par le public, quoi. Alors, c'est pas toujours le cas, mais effectivement, ouais. Franchement, j'ai déjà vu des stops, quoi, des mecs qui se lancent sur une blague et en mode, pas du tout, gros, quoi. T'es en train de dire n'importe quoi. Et j'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte. Les humoristes ? Ouais. Ah non, j'ai déjà dû le dire à un, qui est sorti du Paname en disant « Mais je comprends pas, ça va pas marcher. » Je dis « Mais attends, on va faire un débrief de ton passage. » Je dis « Tu vois pas que c'est hyper misogyne ?» Il dit « Mais comment ça ?» Donc je lui explique, il dit « Ah ouais, t'as raison. » Je dis bah voilà. Mais alors du coup, comment je peux être drôle ? Enfin, je sais pas de qui tu parles d'ailleurs, hein, mais il faut pas donner de nom. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, c'est des trucs sur lesquels tu tirais il y a 20 ans et où t'avais un rire quasiment automatique, quoi. Mais oui, mais c'était comme les blagues racistes en fait, ça marchait il y a 20 ans, mais aujourd'hui, on n'a plus du tout envie de rire à ça. Bah ouais, mais c'est chelou parce qu'il y a encore des gens qui remplissent des salles avec ça et qui ça plaît il y a encore une partie, c'est ça aussi, c'est que la population, la mentalité de la population, je pense qu'elle change petit à petit. Il y en a qui vont à leur rythme, mais il y en a encore qui sont en demande de ce genre de blagues aussi. Alors moi, j'ai l'impression que ceux qui sont en demande, mais peut-être que je me trompe, c'est peut-être les personnes plus âgées. Et nous, peut-être que ces blagues passent moins aussi parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et que quand tu mets un passage sur Internet, il est relayé. Et si les gens trouvent que c'est raciste ou misogyne, les gens en parlent. Et donc, on fait beaucoup plus attention à ce qu'on dit aujourd'hui. Alors qu'avant...
t'avais pas les réseaux sociaux, tu pouvais pas en parler aussi librement. C'est vrai, parce que dans le podcast, il y a souvent tendance à parler des réseaux sociaux comme un truc un peu poison et un peu piège, alors que là, il y a Aubrey Plaza, qui est une actrice que j'aime beaucoup, qui a fait une interview récemment, je sais plus où, et qui dit que en fait, les réseaux sociaux, ça peut être aussi un outil incroyable, et effectivement, de ce côté-là, en fait, ça diffuse effectivement, je pense, un truc assez positif. Mais tu te permets, en tout cas sur scène, je trouve qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Enfin, moi, je pense que j'ai jamais eu de texte qui me permet de dire, mais tu vois, par exemple, j'ai une scène où j'ai une blague où je dis que à cause de mon métier de stand-upper, je joue tous les soirs, donc je propose des déjeuners aux meufs pour faire une date. Et j'ai une blague comme quoi je dis tu conclus rarement après avoir payé 2 fois le midi à 11,90. Et même cette phrase, je sais pas si j'ai le droit de la dire ou pas. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que ça peut choquer ? Est-ce que ça te choque, toi ? Bah, il y a le côté où du coup je paye. Voilà, où tu payes. Quand je l'ai faite au show Mademoiselle, par exemple, j'ai désamorcé en disant bon, c'est pas qu'on est obligé de payer, mais si on paye, on conclut rarement en faisant ça. Mais du coup, j'ai l'impression de niquer ma blague, quoi. Bah, parce que tu sais, moi j'ai déjà des potes, notamment humoristes, qui m'ont clairement dit qu'effectivement, quand les gars payent, c'est qu'ils s'attendent vraiment à se faire sucer derrière. Ah ouais. J'avais pas vu ça comme ça. Bah oui, c'est ça. Oui, ok. Ah oui, non, moi je paye juste parce que voilà, bon, j'ai un peu d'argent, enfin je peux pas profiter, enfin j'ai pas assez d'argent pour faire aller en voyage, mais si je peux payer un dîner, ça me fait plaisir, quoi. Mais c'est juste pour le plaisir. Ouais, et après, bon, si je me fais sucer, tant mieux. Mais après, tu sais, c'est pareil pour nous, hein. Moi aussi, ça m'arrive d'inviter des mecs parce que ça me fait plaisir, et des fois, il y en a, ils m'invitent et ça me fait aussi plaisir, tu vois, il y a pas de... Mais des fois, tu sens qu'il y en a certains qui veulent avoir un ascendant, mais c'est vraiment pas du tout général, hein. Ouais, je sais pas, genre, mais même cette blague, en tout cas, par exemple, moi, je sais pas comment la tourner, quoi. Je sais pas si c'est choquant ou pas. Bon, en tout cas, on s'en fout. C'est à moi de trouver mon truc. Mais du coup, on parle effectivement des femmes. Par exemple, la Vanity Fair a fait un article où il y a du coup Fadili, toi, Marina, Camille, Laura. Emela Bédia. Ouais. Et du coup, effectivement, là, on voit qu'il y a une génération d'humoristes et de stand-uppeuses qui est chambée, quoi. Genre, quand vous êtes retrouvés tous les 6, c'était quoi les discussions à ce moment-là ? C'était des discussions en mode... Bah, en fait, alors déjà, les interviews ont lieu... c'est Iban Reis qui a fait les interviews. Il l'a fait... on n'était pas ensemble. Ok. C'était chacune... une à une. Et la séance photo. Après, on s'est vus toutes les 6 pour la séance photo. Et en fait, la séance photo a été catastrophique. Pourquoi ? Non, c'est très très bien entendu entre nous. Mais il y avait des maquilleuses, mon gars. C'est-à-dire que moi, Camille est passée par la maquilleuse avant moi et on commence à me maquiller et là on me dit attends, Camille se remaquille toute seule. Déjà ça me met la puce à l'oreille. Je vois qu'elle est en train de commencer à me faire les sourcils, je me regarde, je vois que j'ai les sourcils noirs, j'ai dit mon Dieu. Ok. Et donc elle a terminé, j'étais orange, j'avais les sourcils noirs, j'avais un trait d'eyeliner qui me prenait toute la paupière et j'avais s'il te plaît du rouge à lèvres sur les gencives. C'est pour ça qu'elles sont en noir et blanc les photos. Ouais. Non, c'est vrai ? Non, c'était de base, okay. Il avait décidé de faire en noir et blanc. Okay, et justement, okay. Quand je suis allée voir le photographe en disant mais regardez à quoi je ressemble, il a dit bah c'est très bien. J'ai dit c'est une blague. Il y a que sur le front que j'ai pas du rouge à lèvres parce que ça déborde. Le rouge à lèvres débordait partout en plus d'en avoir sur les gencives. C'est peut-être la nouvelle mode. Il me dit oh mais ça va. J'ai dit mais c'est pas une photo pour mes parents que je fais. Et vraiment, j'étais tellement pas bien, quoi. Et puis, bah, heureusement, Camille avait son maquillage, donc j'ai tout gommé, j'ai refait moi-même. Voilà-t-il pas que la maquilleuse commence à me coiffer. Je lui dis, bah, je veux un wavy, donc c'est un peu bouclé. Elle me fait les boucles, je me regarde, c'était bouclé d'un côté et raide de l'autre. J'ai dit, mais c'est pas symétrique. Elle me dit, oui, mais c'est moderne. Je dis, mais moi, je veux pas que ce soit moderne, je veux que ce soit symétrique. Et vraiment, tout le long de cette séance, c'était, tu sais, entre les larmes et le fou rire, parce que je comprenais pas ce qui se passait. Je veux pas que ce soit moderne, je veux que ce soit symétrique. Ah non, mais vraiment, c'était... Mais maintenant, alors sur le moment, c'était pas drôle. Ouais. Mais maintenant, quand on reparle entre nous, on se marre à chaque fois, quoi. Ok. Mais donc voilà, après la séance photo, c'est très bien passé entre nous. Il y avait une très bonne ambiance. C'est marrant que pour un shooting de femmes en mode les femmes prennent le snap et tout, le problème vient du maquillage, quoi. Oh, c'était catastrophique. Ouais. Et après, j'ai dit à ma prod, je veux plus jamais qu'on touche mon visage. Ah oui ? Ouais. À Verino, quoi. Ouais. Et il a dit quoi ? Il a dit ok si tu veux. Parce qu'à chaque fois on me maquille tellement et moi je déteste ça, je sens que ma peau elle respire plus, je sue du visage, j'ai la peau qui devient grasse et je dis ça y est, je veux plus qu'on me touche. Ok. Et justement je suis aussi dans ce truc où
Alors, j'ai quand même fait attention sur les photos. J'ai vu, ils m'ont pas trop gommé les cernes, tu vois, parce que justement, c'est ce que je dis à chaque fois. Je dis, c'est sur mon visage. Mon visage a des cernes, donc je déteste ça, mais c'est comme ça. Et donc, maintenant, je suis un peu en mode, je vais me maquiller comme je me maquille dans la vie de tous les jours. J'ai pas envie d'en avoir... Attends, j'arrête pas de taper dans le micro avec ma main. J'ai pas envie d'être trop maquillée, donc je crois que maintenant, je vais me démerder toute seule. Et c'est justement aussi dans ce truc-là de... En fait, on gomme nos visages quand on fait des séances photo, n'importe quoi. Tu sais, ils t'enlèvent toutes les cicatrices que tu as sur le visage. J'ai des cicatrices et en fait, mon visage, il est comme ça. Ouais, en fait, c'est un peu un hashtag NoFilter, mais sans dire que c'est NoFilter. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est bien. Ouais, je pense. En tout cas, donc du coup, là, tu parles aussi, on parlait de ça, et tu parles aussi du célibat, du fait que t'es sur scène, du fait que t'es célibataire, moi aussi. C'est un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, j'ai l'impression, parce que j'ai découvert un sujet que j'avais pas entendu depuis très longtemps, enfin, j'avais jamais entendu parler, pardon, et là, j'en ai entendu parler 2 fois de suite en une semaine. C'est en fait le polyamour, tu connais ou pas ? Ouais. Et en fait, quand je me suis intéressé à ça, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un truc là en ce moment qui se passait, de gens qui sont en train de déconstruire complètement le modèle de couple. Et moi, en fait, j'ai cherché en moi un petit peu pour me demander. Et en fait, moi, je crois que je veux un couple conventionnel. En fait, je veux trouver une femme et être avec elle et être fidèle à elle, même si plus personne croit apparemment en la monogamie quand tu lis un peu les trucs sur le polyamour. Toi qui es célibataire aussi, du coup, chronique, j'ai l'impression, t'as réfléchi aussi à déconstruire ta façon de voir le couple et peut-être de rentrer dans le délire polyamour ou ces trucs comme ça ? Alors moi, c'est bizarre parce que c'est un sujet vraiment, je sais pas quoi en penser, quoi. Ouais, moi je suis un peu comme toi, je me vois assez dans un truc assez conventionnel avec effectivement un gars où t'es fidèle, t'as des enfants. Je me vois dans un truc comme ça et en même temps à chaque fois que je commence à voir un gars, je me dis ça se trouve je vais plus jamais pouvoir coucher avec qui que ce soit. Ouais. Et tu vois, du coup tu te mets cette pression là où du coup t'es plus à regarder les mecs en disant mais lui j'aurais jamais le droit de voir sa bite. Ouais. Et du coup tu vois c'est... Tu te dis ça parfois ? Mais bien sûr, évidemment. Et du coup, en fait, je me suis dit peut-être que je serais pas faite pour être en couple avec une seule personne. Peut-être que lui non plus, ça lui ira pas. Et que moi, je connais des couples qui sont libres et du coup, ça se passe très bien. Donc, je me dis peut-être que ça sera ça. Et en même temps, je suis dans une phase où mon métier est tellement important pour moi que je me dis si je me mets aussi en couple, en fait, je vois dès que je commence à voir un gars, moi, j'ai un cœur qui est tellement fragile. Ça va pas avec le reste de comment je pense, tu vois, mais mon cœur est beaucoup trop fragile. Donc quand je commence à voir un gars, même si c'est lui qui a tout donné pour qu'on se voit, et au bout d'un moment c'est moi qui vais être plus accro. Bam, il me largue parce que son ex est revenu ou parce que tu vois il y a eu un truc. Et du coup, après je suis pas bien et je peux plus travailler. Ah ouais, ça t'empêche de bosser ? Ouais. Et du coup, je me dis, en fait, je crois qu'il faut que je reste toute seule. Non, je crois pas. Enfin, je me suis fait la même réflexion récemment, mais malheureusement. Tu vois, on sait non, pas. Faut pas, je crois, faut pas. Mais je suis tellement... mon cœur est trop fragile, en fait. Ouais, mais je crois que c'est le but, parce que plus je me rends compte qu'en fait, tous les grands livres ou tous les grands films ou machin, ça parle d'histoire d'amour, et je crois vraiment qu'en fait, c'est le but de l'être humain. Enfin, c'est le sentiment de l'être humain qui donne la raison de vivre, peut-être, je crois. Peut-être que je dis de la merde et que je suis en mode... Non, c'est peut-être ça, ouais. Mais je pense que, moi en tout cas, j'ai analysé ça récemment, je pense qu'il y a une part d'égoïsme en moi qui va avec ce que tu viens de dire, c'est que je pense que je me mets pas en couple pour pas toucher à ma zone de confort à moi, quoi. Ben ouais. Mais donc c'est égoïste. Je sais pas si c'est égoïste, parce qu'en même temps, je me dis, si un gars à qui je mets des plans, s'il voulait vraiment m'avoir, il ferait tout pour m'avoir, tu vois. Et bon, pour l'instant, ce n'est pas arrivé. mais... T'as une pression de trouver quelqu'un ou des choses comme ça, ou je sais pas, genre... Pas forcément, et il arrive toujours, je suis quand même une meuf, donc t'as toujours des gens qui me disent mais t'as quel âge ? Ah ouais, donc il te reste encore à peu près 10 ans. Ça, je me dis mais j'y avais pas pensé. Ah ouais ? Ouais. En fait, tout ce qui m'arrive dans ma vie, toutes les pressions que j'ai, c'est d'autres personnes qui me les ont mises. Par exemple, mon plus gros complexe aujourd'hui, qui a surpassé mon poids, c'est mes cernes. Et je savais pas que j'avais des cernes. C'est à force qu'on me le dise tout le temps que je me suis dit ah oui, putain, en fait, t'as des cernes. Okay. Et donc aujourd'hui, je vois que ça. Et c'est un énorme complexe chez moi. Je me suis même renseignée pour me faire opérer, mais bon, j'ai peur que ça change trop mon visage, donc je le fais pas. Et pour ça, il y a effectivement des meufs qui m'ont dit que il me restait une dizaine d'années pour avoir des enfants, quoi. T'en veux ? J'y pensais pas. J'aimerais bien. Okay. Mais en fait, le problème, il y a une pression aussi négative de ça, parce que en soi, on ne demande jamais à un mec s'il veut des enfants. Ouais. Moi, tu vois, genre, je pensais en vouloir, et récemment, je me suis dit peut-être que je vais pas en faire. Et c'était une réflexion complètement nouvelle. Mais dès qu'une femme dit je veux pas avoir d'enfants, c'est un stress de ouf. Là, il y a Michel Wolf qui a fait tout un
un nouveau truc là sur Netflix, ça dure une demi-heure, c'est une sorte de talk show où elle parle avec une copine sur un canapé et elle s'explique les raisons pour lesquelles elles veulent pas d'enfants. Et le lendemain, il y a eu des articles de ouf en disant comment ça, on peut pas dire ça, machin. Il y a une pression aussi, quoi, et je comprends cette pression. Ouais, il y a une pression, mais en fait, moi, je crois que j'aimerais bien, mais en fait, je voudrais avoir un bébé et j'ai pas envie qu'il grandisse, donc ça, c'est problématique. Tu veux un chiot. Tu veux un chiot, en fait, Tania. Peut-être. Et en même temps, il y a des moments où je me dis, c'est égoïste d'avoir des enfants, donc je sais pas en vrai. Ouais. C'est une grosse responsabilité d'avoir des gosses. C'est une énorme responsabilité. Que je suis pas prêt à avoir, je crois. Bah, parce que, en fait, moi, il y a ce côté de... avoir un enfant, c'est vraiment le seul truc où si un jour t'en veux plus, tu l'as quand même, quoi. Bah, c'est ça. C'est ça. Très compliqué. Non, il y a un autre truc, c'est les tatouages aussi. Les tatouages. Si t'en fais un, tu l'as à vie, quoi. C'est comme un enfant. Ah ouais, mais ça, c'est pas pareil. Ah si, hein. Moi je le vois comme ça, hein. J'ai pas de tatouage parce que pour moi c'est un trop grand engagement. Hein. Ah ouais, tu vois, ça j'ai réussi à sauter ce pas-là. Je voulais en parler, c'est une transition un peu douce, mais du coup, parce qu'on pouvait peut-être enregistrer demain, mais demain tu vas chez une tatoueuse. Tout à fait. Et peut-être que tu sais toujours pas ce que tu veux, quoi. Tu prends rendez-vous sans savoir ce que tu veux. En fait, c'est parce que c'est une tatoueuse dont j'aime beaucoup le travail. Et Ah d'accord, il y a ça maintenant. Et oui. Ah oui. Et du coup, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait, donc j'y vais demain, je me fais pas tatouer, on fait un rendez-vous, on va parler. Et puis tu vois, en fait, moi je voulais me faire tatouer l'intérieur du bras, sauf que regarde ce qui pend en dessous, ça s'appelle du gras. Et comme en ce moment je fais du sport, je me dis peut-être qu'à un moment je vais réussir à maigrir, et si ce gras fond, et ben mon tatouage va rétrécir. Okay. Est-ce qu'on a envie de voir un tatouage qui rétrécit? Je ne sais pas. Ça dépend, on fait un tatouage exprès qui peut justement. Ouais, si qui elle peut est forte. s'ajuster à la peau. Bah peut-être. Donc il faut que je vois ça demain. Donc soit je fais à l'intérieur du bras, parce que moi j'aime, à part celui-là qui se voit, sinon j'aime bien quand c'est assez discret. T'en as combien? J'en ai 3. Ok. Mais c'est des petits. Oui, je les vois là. Et là je voudrais bien en avoir un là, un peu plus grand, mais tu vois c'est dans un endroit caché. Là c'est Chaplin. Là c'est Chaplin, ça c'est des runes vikings, et ça c'est un petit éléphant en une ligne. Ah oui, l'éléphant en une ligne, je connaissais. Et c'est quoi ça, tu dis? C'est des runes vikings. C'est quoi ça? C'est des symboles vikings en fait. Ok. Voilà. Et t'as choisi ça pour l'esthétique ou pour en fait, pour ce que ça veut dire, j'ai pris les symboles que je voulais et j'en ai fait un dessin. Et c'est quoi les symboles? Tu veux pas dire? Non. Il y en a pas un que tu peux dire? Allez, par exemple, ça, c'est le symbole du renouveau. Ok. Voilà. Et ça, quand tu le fais, tu l'as fait à quel... Ton premier tatouage, tu l'as fait à quel âge? Mon premier tatouage, je l'ai fait à 25 ans, je crois. Au moment où t'es devenue adulte. Un petit peu avant de devenir adulte. Ok, donc t'étais encore en crise d'ado. Ouais. Et c'est lequel? C'est le Chaplin. Ok. Ouais. Ok, et quand tu le choisis, parce que moi, mon frère, il en a aussi, hein, et je crois qu'il y a quasiment plus de la moitié des gens de moins de 30 ans qui en ont aujourd'hui, donc c'est même pas assez... Mais moi, je peux pas le faire parce que là, au moment où tu choisis Chaplin, tu dis ok, je veux ça, et ça sera sur moi toute ma vie. En fait, moi, je me disais, je vais avoir un seul tatouage dans ma vie, donc voilà, bon, c'était il y a 3 ans, ouais, et puis les 2 derniers, je les ai fait il y a pas longtemps, en fait, tu vois. Ouais. C'est là, j'ai pété un plomb à 28 ans, regarde, je me suis fait percer le nez aussi, tu m'as pas connu avec le nez percé, j'ai totalement pété les plombs. Et en fait, j'en voulais qu'un seul, et ça faisait un moment que je voulais me faire un Chaplin, et j'ai attendu plus d'1 an, et du coup, au bout d'1 an, je dis, j'ai encore envie de le faire, donc ça y est, j'y vais. Ok. Et du coup, voilà. T'as attendu 1 an quand même, c'est un peu en mode si ta chambre reste rangée pendant 6 mois, t'as un truc quoi. Ouais, mais parce que j'étais dans ce truc de là où ça reste toute la vie, donc il faut que je sois sûre. Bah oui. Alors que celui-là, j'ai pris rendez-vous, je savais pas ce que j'allais faire la veille. Hein. Ok. Et là donc, tu t'es dit renouveau. Renouveau. Et le prochain, t'as déjà des inspi quand même? Ben ouais, mais en fait, c'est sur l'Instagram de la tatoueuse, quoi. Je vois ce qu'elle fait, j'aime bien les symboles berbères, je trouve ça très beau. Du coup, voilà, je pense que je vais partir. Moi, j'aime bien quand c'est un peu symbolique, tu vois. Ok. Voilà, quand c'est une signification pour moi, en somme. Ok, donc tatouage. Voilà. Okay. Moi, ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, les tatouages. Parce que je te dis, moi, il faut que j'écrive un truc là-dessus un jour. Parce que j'arrive pas à comprendre qu'on puisse se faire tatouer, moi. Mais encore une fois, mon frère en a et tout, hein, mais ça fait mal, autant qu'on le dit. Bah moi j'en ai que des petits, mais celui sur l'avant-bras il m'a pas fait mal, celui derrière le bras il m'a pas fait mal. Il y a juste celui à l'intérieur du bras où c'est plus quand tu vas vers la main où ça fait mal. Mais sinon non, ça fait pas mal en vrai. Non, ça fait. Mais moi ils sont tellement petits, évidemment si tu grattes la peau sur tout un bras ça doit faire mal. Ah oui, putain, je croyais que tu disais si tu grattes la peau pour l'enlever. Non, mais t'es fou. Je sais pas, je me suis dit non, fais pas ça, hein, c'est chaud. Hein. Ok. Donc bon, bah non, les tatouages c'était un sujet que je voulais aborder parce que je te dis, mais en fait, je dis ça se trouve j'en aurai un jour, mais je pense que si je me fais tatouer un truc, ça sera le visage de Zidane, quoi, donc c'est bizarre. Oh là, ne fais pas ça. Bah, sur le cœur. Le visage de Zidane. Bah, il mérite, hein.
Même si t'aimes pas vraiment le foot, tu sais qu'il mérite. Écoute, je n'aime pas le foot et pourtant Zidane restera le meilleur joueur pour moi. Tu vois, on va pas se mentir. Tu m'as même offert le SoFoot spécial 1998. Ça, c'est hyper Il est gentil. où Il est là sur la table. Ah, super. Tu l'as lu? J'ai lu toute la section 1998. Ouais. Bon, bah super. Ouais, ça, c'est un vrai cadeau. Parfait. Tu m'as fait un beau cadeau. Je voulais parler encore de pas mal de choses avec toi. Polyamour, on l'a fait. Ouais, nanana. Donc les enfants, donc peut-être pas d'enfants, mais peut-être des enfants. Ouais, quoi. je sais pas. Parce que oui, donc il y a Neil Brennan aussi, c'est ça que je voulais dire là-dessus, et ça m'a vachement intéressé. Je sais pas ce que t'en penses, mais Neil Brennan, il a dit j'ai pas fait d'enfants parce que je me suis dit à un moment donné, si je fais des enfants, c'était pas pour moi, c'était juste pour me sentir en phase avec la société. Il y a une pression sociétale pour toi de potentiellement en faire, ou c'est juste pour toi? Tu vois ce que je veux dire? Alors, parce qu'il y a le côté de je veux être comme tout le monde, je veux être invité au brunch avec mes potes ont des enfants, je veux faire des enfants, enfin tu vois, il y a ce côté-là aussi. En fait, moi, quand je me projette plus tard, j'arrive pas à me projeter avec des enfants. Voilà, mais je crois que je suis un peu égoïste en fait en vrai et que mon cycle du sommeil j'ai pas envie qu'il soit rompu. Et ça c'est vrai. Hein. Mais bien sûr que c'est vrai, je le dis pas pour blaguer. Tous crever les parents. Mais bien sûr, pour moi dormir c'est beaucoup trop important, tu vois. Si je dors pas assez, je peux pas travailler. Donc si j'ai un enfant, je me retrouve juste maman quoi, tu vois, c'est tout. Ouais. Mais en fait, je vais te dire ce que j'ai envie et si un jour quelqu'un trouve un truc pour me dire ouais, en fait, on n'a pas si envie que ça, peut-être que je voudrais plus du tout d'enfant, mais c'est d'être enceinte, de porter l'enfant, d'accoucher et d'avoir le petit bébé quoi. C'est ça. Et c'est pour ça que je te dis je veux avoir un bébé mais je veux pas avoir un enfant. Ouais, je vois. C'est ça le truc. Et que toi t'as pas en tant qu'homme parce que tu portes pas. Tu sèmes ta petite graine. Ouais. Et après c'est la meuf qui se charge de tout pendant 9 mois tu mais vois. Après peut-être que la solution du coup que je trouve pour toi c'est peut-être de devenir ultra riche et d'avoir quelqu'un qui s'en occupe H24 à partir du moment où il est plus bébé. Ah peut-être. Mais non mais t'es fou. Quoi? Jamais de la vie. Bah non, si j'ai un enfant, je m'en occupe. Tu pourrais lui dire, je me suis occupé de toi jusqu'à tes 3 ans et après t'étais relou, quoi. Ouais, peut-être. Et il y a ce côté de, vu le monde comment il va, est-ce que je veux un enfant aussi ou pas? Exactement. Ça rentre en compte aussi? Totalement. Ah ouais? C'est le premier truc qui est rentré. Ah ouais? Bah oui. Mais je comprends parce qu'il faut qu'il y ait une part d'irrationnel aujourd'hui pour avoir un gosse parce que c'est plus... Avant c'était pour avoir des ouvriers à la maison plus ou moins. Et après c'était parce que c'était le modèle qui était comme ça et maintenant il faut combattre le truc de... Putain, il va peut-être vivre dans un monde où ça part complètement je pense à ça depuis que je suis au lycée, ouais, où effectivement... Ah, lycée ? Ouais, j'y ai pensé assez tôt, ouais. Où effectivement, je me disais, très mature, Tania. J'ai toujours été très mature. Ah oui ? Ok. Même si je suis devenue une vraie femme à 26 ans. Non, j'ai toujours été mature, mais effectivement, depuis le lycée, je me dis, en fait, je trouve que c'est égoïste de vouloir avoir des enfants aujourd'hui parce que le monde part totalement en couille, mais en même temps, j'ai l'impression que nos parents se disaient ça. Oui, mais il disait ça, mais là, j'ai un pote qui bosse dans une espèce de... Enfin, un pote de mon frère surtout, qui bosse dans un endroit sur notamment l'écologie, et où en fait, c'était quelqu'un apparemment de très... Enfin non, ça je le savais, qui était très positif et très optimiste par rapport au monde. Et là, il est dans un haut poste où il comprend un peu vraiment ce qui se passe, et il est complètement déprimé. Et mais apparemment, il y a plein de trucs qu'on nous dit pas. Et apparemment, écologiquement, apparemment, c'est vraiment la merde. Mais bien sûr. Et à quel point c'est la merde. Il y a l'Obs qui est sorti, ça c'est un truc qui est marrant, genre un truc, regarde, déplastifions-nous. Et en fait, le magazine est donné dans du plastique, quoi. Ouais. Voilà, c'est le monde. Je crois que là, ça c'est l'image qui montre le monde comment il va aujourd'hui. En fait, c'est même pour l'industrie du textile, tu vois, quand tu regardes dans les H&M et tout ça, tu vois le nombre de vêtements qu'ils ont. Est-ce que vraiment t'as besoin d'avoir autant? Après, les vêtements, tu les portes pas longtemps. Ouais. C'est envoyé sur. Il y en a qui sont envoyés en Haïti ou dans les pays pauvres, ça reste là-bas, ça pollue partout. La plupart des vêtements sont en polyester, c'est n'importe quoi. C'est fabriqué la plupart au Pakistan ou en Inde, où les cotons sont traités. Tout ça va dans l'eau après. Les cuirs sont tannés au chrome 6, tout part dans l'eau. Donc t'as tous les gamins maintenant qui naissent handicapés. Je crois que j'ai vu un reportage, je crois que c'est... Quoi ? Ah non, mais attention, moi je suis à fond sur ça. Tous les gamins naissent handicapés, ça veut dire quoi ça ? Non, pas tous. Mais j'ai vu un reportage dans un village, je crois que c'est 1 sur 9 Désolé qui naît handicapé. Je suis désolé d'en avoir rigolé parce que c'est une vraie stat apparemment. C'est une vraie statistique. Il y a un documentaire sur ça sur Netflix, alors je sais plus si j'ai le bon nombre, mais c'est un nombre énorme. Ok. Et vraiment, les gamins, ils sont... en fait, comme tout est pollué là-bas, les meufs tombent enceintes et puis elles boivent de l'eau qui n'est pas bonne. Et effectivement, les enfants sont handicapés. Et puis, t'as bien vu l'immeuble qui s'est écroulé il y a quelques années, là, ceux qui travaillaient pour fabriquer les vêtements H&M, Zara, il y a eu plus de 1000 morts. Non, j'ai pas vu. Bah voilà. Ok, donc, ouais. Là, c'est dramatique. Tu prépares un TED sur l'écologie ? Non, je prépare pas un TED, mais effectivement, c'est un sujet qui m'intéresse parce que
Parce que, en fait, la planète, elle nous appartient pas. Mais c'est marrant parce qu'il est à peine pris au sérieux, j'ai l'impression, ce sujet, par le monde en général. Parce que les gens préfèrent leur confort à eux. Ouais, c'est-à-dire que tant que ça les touche pas personnellement, ils font rien, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais moi, je crois aussi qu'on n'a pas envie de nous en parler, donc la plupart des gens ne sont pas au courant. T'es content toujours d'aller t'acheter un t-shirt à 3 € chez H&M, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Il y a le t-shirt, ouais. Il y a le t-shirt à 3 €, mais il y a surtout, ouais, là, je crois qu'il y a je crois, l'équivalent de la France dans la mer qui est morte, il y a plus d'oxygène dedans, enfin... c'est un sujet où moi ce que je trouve marrant là-dessus, enfin marrant, ironique, mais en tout cas potentiellement stand-upisable, c'est le côté de ça se trouve, je veux dire, je le parle un peu quand je dis que Stephen Hawking a dit qu'on a 1000 ans pour pour partir de la Terre, quoi, parce que ça y est, c'est le processus enclenché et c'est fini, quoi. Et tu vois, par exemple, je me dis que Macron, Trump, machin, les gens qui sont en haute sphère et tout, ils ont ces infos-là, quoi. Ils ont ces infos, ils ont aussi les clés pour pouvoir revenir en arrière, mais ils veulent pas le faire, bien sûr. Pourquoi ils veulent pas le faire ? Mais si, c'est juste que soit... Mais tu vois bien Trump. Non mais, ok, mais alors c'est soit, pour moi, parce qu'il sait pas qu'ils veulent pas le faire, c'est soit, c'est parce que c'est niqué, du coup, ils sont en mode, ils font façade, et c'est en mode, autant tenir le système jusqu'à la fin, parce que de toute façon, le temps de changer de système, ça sera fini. J'espère pas, mais c'est peut-être ça. Ou... c'est peut-être pas tant la merde que ça, tu vois. Je vois pas comment ils pourraient dire, allez, là sinon c'est speed, quoi. Ils ont le camion et puis ils vont dans le mur exprès, quoi. Moi, j'y connais rien, donc je vais juste te donner mon avis. Ouais. Je pense qu'ils pensent au présent et pas au futur, et qu'ils pensent à leurs intérêts du moment. Et que leurs intérêts du moment, c'est pas de faire aller la planète mieux. Parce qu'ils pourraient le faire. J'avais vu un TEDx sur un gamin qui a genre 15 ou 16 ans, il a réussi à faire un prototype d'une machine qui peut aller dans l'océan, qui peut nettoyer les océans. Ouais. Pendant 5 ans. En 5 ans, tout est nettoyé. Pourquoi ils le font pas ? Parce que... Moi, je crois qu'ils ont pas envie de le faire parce qu'ils ont d'autres intérêts derrière. Mais après, j'y connais rien, donc c'est juste mon avis à moi. Ok. Voilà. Et t'as peur, toi, de vivre de ton vivant le chaos ? Parce que moi, j'y pense, c'est Bill Burr qui m'a mis ça en tête, mais... Je sais pas si tu regardes Bill Burr un peu, mais il est très j'ai pas regardé depuis longtemps, ouais. Il est très catastrophiste et effectivement, il parle tout le temps d'attaques de zombies, en mode rigolo et des trucs comme ça, mais c'est vrai qu'il y a ce truc de... tu te demandes est-ce qu'on va vivre ça, quoi. Écoute, moi je me mets toujours dans la place des personnages quand je regarde une série. Quand je regarde The Walking Dead, je comprends pas pourquoi ils sont allés aussi loin. J'ai dit à partir du moment où ça arrive, je me tue. Ah ouais ? Mais bien sûr. Mais t'as l'instinct de survie, tu sais pas. Écoute, je sais pas, mais je crois que j'ai pas envie de voir ça. Oui, mais t'as l'instinct de survie. Et quand je vois que Laurie tombe enceinte, elle prend des pilules pour se faire avorter, au final elle se fait vomir, je dis mais non, fallait aller jusqu'au bout. Est-ce que vraiment, ça c'est égoïste pour le coup, de vouloir avoir un enfant dans ces conditions-là ? Il y a plein de zombies, tu veux avoir un bébé ? Si personne d'autre a un bébé, ton bébé il va être tout seul jusqu'à la fin de sa vie, mais c'est horrible. C'est vrai. Mais oui. C'est peut-être pour montrer justement que chez l'humain, il y a ce côté de survie et de reproduction de l'espèce, quoi qu'il arrive. Parce qu'ici, imagine, il y a une attaque de zombies, si tout le monde pose comme Tania, les humains, c'est fini. Ouais. C'est chiant. Mais oui, mais la planète s'en portera beaucoup mieux. Oh non. Si. Attends, parce que la planète, elle sert à rien si on n'est pas là. Mais bien sûr que si, il y a plein d'autres animaux. Attends, ils seraient tellement heureux si on n'était plus là. Ah oui, tu penses comme ça en vrai ? Mais bien sûr. Tu penses qu'il faut éteindre l'espèce humaine ? Mais non, il faut pas l'éteindre. Attention, il faut qu'on Tania, arrive à devenir plus intelligent. Faut pas que tu deviennes dictateur, Tania, parce que t'as des idées hyper extrémistes. Mais bien sûr que je préfère être en vie et que tout se passe bien. Non. Je pense pas. Donc en même temps, c'est qu'un métier d'homme dictateur, je crois. Il y a déjà eu des femmes dictateurs ? J'en ai aucune idée, mon grand. Je sais pas, ça serait intéressant. Pas du tout. En tout cas, je te vois bien dictateur du coup. Mais attends, faut éliminer tous les humains. Tu serais la seule au milieu des animaux comme ça, genre. Non, en même temps, tu te tuerais puisque tu serais la dernière humaine. C'est ça. T'imagines ? Exactement. Tu serais une dictateur en mode. Je resterais jusqu'à la fin pour voir que tout le monde est bien mort. Tu ferais le tour, tu ferais un petit tour du monde pour voir, il y a plus personne. Tu tuerais le dernier de ton propre pistolet. Voilà, c'est ça. Faut que j'apprenne à piloter un avion pour aller faire le tour du monde. Je vais dire, on n'est pas sorti de l'affaire. T'auras un jetpack de dictateur. Tu pourrais tuer quelqu'un ? Oh, non. Ouais, c'est chaud. Je me suis posé la question récemment dans le cadre d'un texte. J'ai vraiment essayé de me poser la question de est-ce que je pourrais un jour, mais je crois que c'est vraiment un truc chaud. Parce que j'ai regardé un film où tu sais le mec il est en danger et puis il a le truc pointé sur le méchant et le méchant il dit vas-y tire et tu vois qu'il peut pas tirer. Et je me suis demandé ce que je ferais à ce moment-là. Ouais, non, moi je me vois pas pouvoir tuer quelqu'un. Donc tu t'aurais une armée. L'armée de Tania. Non mais là on part dans un délire, j'ai pas envie de tout ça en fait. Moi j'ai l'impression que t'as ça en fait en toi. Non pas du tout. Parce que attends, tu dis que les humains font de la... Parce que pour moi si la Terre doit garder son niveau d'écologie et tout ça, c'est pour qu'on puisse survivre dedans. Sinon oui aussi bien sûr, mais pour l'instant on fait pas grand chose pour pouvoir continuer à y vivre quoi. Là tu fais quoi toi Tania ?
Bah déjà, dans le textile, j'achète presque plus de fringues. Ah oui ? Ouais. Ok. Et après, quand il y en a que je veux plus, je les fous pas à la poubelle. La dernière fois, j'ai fait tout un tri, j'ai donné ça dans une association un foyer pour femmes. Ah, la gentille Tania qui La revient. gentille Tania. Qui revient, ok. Ouais. Ok. Juste avant l'hiver, tu vois, j'avais des écharpes et des bonnets que je mettais plus. J'ai tout apporté avec évidemment d'autres vêtements et des manteaux aussi, dis donc. J'ai tout apporté dans un foyer pour femmes. Et du coup, voilà, non, je fais ça. Je me suis acheté des petits filets à légumes et fruits. Comme ça, quand je vais faire mes courses, je mets plus dans les papiers ou dans les plastiques. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Hein. Ouais, c'est bien. Ok, tu donnes c'est l'exemple. C'est pas énorme, hein, mais voilà, j'essaie de faire des petits trucs comme ça. Mais oui, pour l'instant, c'est pas grand-chose. Non, mais je me suis posé la question parce que, par exemple, tu vois, genre, je suis pas encore végétarien. Et quand je dis que je suis pas encore, c'est que je pense que je vais le devenir. Mais je sais pas quand et je sais pas à quel point. Parce qu'en fait... Par exemple, on en parlait avec mon frère, j'ai déjeuné avec lui et c'est là où il m'a parlé de l'écologie, etc. Et il m'a dit de toute façon, là, par exemple, ce que dit mon pote, c'est que c'est objectif, il faudrait qu'on soit tous végétariens parce que c'est une des premières causes de merde, en fait, le fait qu'on mange de la viande. De merde écologique, quoi, ou que ce soit les animaux qui sont machin, bref, c'est horrible. Et moi, je lui ai dit, bah en fait, j'aimerais bien je peux être végétarien si tout le monde l'est, quoi. J'avais un tartare devant moi. Et je lui ai dit, bah moi, je veux bien être végétarien, mais ça me ferait chier de l'être si je vois quelqu'un manger de l'entrecôte à côté de moi, quoi. Et ça, c'est le côté de l'humain qui va pas, je crois. Parce qu'il faudrait qu'on donne l'exemple. T'es végétarienne, toi, d'ailleurs ? Non, mais moi, je mange très peu de viande. Ok. J'ai jamais trop aimé ça. Ah, ok. Donc, t'es une végétarienne. Je suis flexitarienne, on appelle ça comme ça. Ah, c'est vrai qu'il y a des mots comme ça maintenant. Comme t'es un polyamoureux, flexitarien. S'il y a quelqu'un de plus de 40 ans qui écoute, il doit péter les plombs. Il doit se dire, mais dans quel monde on vit ? Ok. Il y a un truc que je sais pas sur toi, c'est au niveau de la spiritualité, Tania. Est-ce que t'es religieuse ? Pas du tout. Ok. Non. T'as pas eu de baptême, rien Si, j'ai été baptisée, donc ma mère m'a dit que ça a été fait pour mes grands-parents pour qu'ils soient contents. Ok. Mais j'ai pas du tout été élevée dans la religion, j'ai jamais fait de caté, tout ça, je connais rien à la religion. Ok. Genre j'ai appris très tard que Noël c'était un truc religieux. Hein. Quoi ? Mais oui. Bah oui, parce que moi on m'a jamais dit, on m'a jamais expliqué tout ça, donc moi je le savais pas. Attends. Bah écoute, la naissance de Jésus, je l'ai su tard. Quand je te dis je l'ai su tard, j'avais pas 20 ans. Hein. Ah ok. Mais je l'ai pas su. Attends, parce que moi j'imaginais 20 ans là. Ah mais non. Ah mais attends, mais comment non, ça je sais pas, je devais avoir 10-11 ans quand j'ai su ça. Ok. Je savais pas du tout que c'était lié à Jésus, quoi. Pour moi, c'est un truc culturel où tout le monde était content. 10-11 ans, c'est déjà un peu tard, je trouve. Bah ouais, mais je connaissais rien à la religion. Ok. Et du coup, parce que si je t'en parle, c'est que récemment, j'ai eu aussi un petit saut dans le vide en me disant, putain, j'ai pas la foi. Et je crois qu'en fait, quand tu deviens un adulte, et comme on est devenus des adultes sur le tard, c'est pour ça que je t'en parle aussi, c'est que je pense que c'est dur de pas avoir la foi, en fait. C'est vraiment très... Oui, mais tu peux avoir une foi en autre chose. Moi, je me dis qu'en fait, je sais pas s'il y a un Dieu qui existe. Un Dieu ou pas, mais en tout cas, je laisse le bénéfice du doute. Qui permet de... Pour moi, en fait, c'est même pas avoir un Dieu ou pas, c'est avoir un truc qui te permet d'avoir une barrière à l'infini qu'il y a devant toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Le peur de l'infini, moi, c'est vraiment ça, tu vois, ce côté de... le vide, quoi. Ah oui, non, mais alors ça m'a traumatisée quand j'étais enfant. Ah oui ? Pourquoi ? Ah oui, et bah parce que quand j'étais petite, je calculais l'âge de mes parents et je me disais, attends, ils en sont au tiers de leur vie à peu près. Et quand je te dis j'étais petite, c'était avant que je sache que Noël, c'était, tu vois, j'étais vraiment petite. J'avais encore mon lit en hauteur, donc je devais avoir genre 5 ans. Hein. Ah ouais. Et je partais dans des délires et je me disais... Donc à 5 ans, t'avais analysé le vide de la vie et tu savais calculer. Alors attends, j'avais peut-être 6 ans, oui, alors, enfin, mais cas, j'étais vraiment très petite. Ok. Et je me rappelle que je me disais, en fait, tu sais, j'étais persuadée à ce moment-là qu'on avait une date, on savait à laquelle on allait mourir. Ouais, en envoyant 3, 26, 26, ouais, mort au 3, non, 26, parce que 26. ça n'existait pas les téléphones portables. Ah oui, c'est vrai. Et je croyais que, bah, en fait, tu mourrais dans l'ordre où tu étais venu sur Terre. Donc je me disais que ma grande sœur allait mourir avant moi, mon grand frère aussi. Je me disais, mais je pourrais jamais supporter ça. Et j'arrêtais pas de me dire, mais attends, mais après la vie, après, s'il y a quelque chose, c'est l'infini, c'est horrible. Et s'il y a rien, c'est horrible aussi. Putain, okay. Et je me mettais dans des états, je me revois pleurer dans mon lit toute seule la nuit. 6 ans, t'es en train de conceptualiser l'infini à 6 ans, heureusement que tu pleures, c'est horrible. Et c'était horrible. Et j'ai eu très peur de la mort pendant longtemps, du coup j'étais un peu hypocondriaque, où je me réveillais la nuit en sueur en me disant que j'avais des cancers et tout. Et en fait... j'ai réussi, en fait, c'est aussi pour ça que je suis tous les soirs sur scène, que toute la journée, je trouve des occupations pour ne pas penser à d'autres choses. Parce que sinon, moi, je pars en bad direct. Mais ça, c'est très intéressant, ça. Ouais, faudrait peut-être que j'en parle sur scène.
Ouais. Tu refuses le moment... Parce que je l'ai refusé pendant longtemps et en fait maintenant ça va mieux, mais ce moment où tu te poses trop longtemps et du coup les idées noires arrivent quoi. Ah non mais laisse tomber, je pourrais te sortir. Le 31 janvier je devais jouer mon spectacle, ça a été annulé à cause de la crue de la nouvelle scène. Donc ce soir-là je n'ai pas joué et j'ai dit vas-y je prends ma soirée pour moi, j'appelle personne pour être toute seule. Et genre à 22h j'étais chez moi en mode mais je suis seule dans la vie. Et j'étais en dépression, totale. Ouais. Et du coup j'ai dit ça y est, je peux pas être toute seule en fait chez moi. Donc c'est pour ça que je joue tous les soirs en fait. Quand j'ai un soir de repos, c'est parce que vraiment j'ai autre chose de prévu. Mais qu'est-ce que ça change d'être seule à 20h ou à minuit chez soi ? Et si t'es chez toi seule à minuit, c'est que c'est déjà la fin de soirée, tu t'apprêtes à aller te coucher, donc tu regardes une série où tu lis et t'es bien, tu penses à rien d'autre. Alors que si c'est 20h, tu dis attends, j'ai encore 4-5 heures devant moi, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps ? Okay, donc mais parce que je me pose trop de questions dans la vie. Non mais alors trop de questions, mais surtout tes journées sont beaucoup trop réglées, c'est-à-dire que c'est vraiment... Parce que je sais que je m'endors jamais avant 2h du matin, quoi. C'est vrai. Bah ouais, c'est pour ça. Et du coup, tu peux pas appeler des potes ou faire des trucs j'envoie des SMS à plein de gens. Ouais, moi aussi, je fais ça. Bah ouais, pour essayer de me rassurer. Les gens, ils te répondent plus. Bah, il y a des gens qui répondent pas. Ah, mais j'avais une époque où je croyais que j'avais des maladies, où à 2h du matin, j'envoyais des messages à tout le monde, sauf que les gens dormaient, donc personne me répondait. Donc j'étais en sueur dans mon lit, en mode j'allais mourir. Ah non, mais c'était... Ah oui, d'accord, ok. Et c'est pour ça que j'essaye de mettre mon cerveau sur off, parce que sinon, c'est terminé. Mais tu penses pas qu'il faut aussi, parce que moi, c'est ce que j'essaie de faire, hein, ça se trouve c'est pas bien, mais d'essayer d'appréhender ce truc-là. Écoute, je préfère ne pas y penser, je préfère largement. Hein. Parce que, ouais, mais peut-être que tu recules pour mieux sauter, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire ? Oh, écoute, je ne sais pas, j'ai pas envie de savoir. Parce que, non, mais tu vois, parce que moi, là, je vis seul pour la première fois depuis 10 ans et ça fait un mois et demi. Tu vois, par exemple, il y a un truc que je commence à dire sur scène, c'est par exemple, la relation avec les miroirs est complètement différente quand tu vis seul, quoi. Parce que quand tu vis à plusieurs, t'as peur de te faire surprendre, c'est furtif, t'es comme ça. Là, quand tu commences à te caler devant un miroir et que tu commences à te regarder et que tu commences à aller au fond de tes yeux et à te regarder en disant, et puis là, tu lâches ton premier ça va à la glace, tu vois. Là, tu pètes les plombs, quoi. J'ai jamais fait ça. T'as jamais fait ça ? Non. Ouais, moi, je me suis fait ça la dernière fois. J'ai vraiment eu ce côté de... Je me suis regardé longtemps, quoi. Mais pas pour me regarder en tant qu'esthétique ou je sais pas quoi, hein, vraiment me regarder en mode... Et c'était bizarre, quoi. Vivre seul, c'est la solitude, c'est un truc à... Et toi, du coup, ça fait 10 ans que tu vis tout seul, tu me disais. Ouais, mais moi, pourquoi tu vas pas dans j'aime une coloc ? ça, parce que j'ai pas du tout envie d'être dans une coloc. T'es très contradictoire, Tania. Mais parce que j'aime pas être toute seule dans la vie, donc je sors pour faire des choses, mais chez moi, j'aime bien être tranquille. C'est complexe. Ah, mais je suis très complexe comme personne. Ouais. Ouais. Mais non, moi j'aime bien vivre toute seule. Non, j'ai déjà hébergé une pote pendant longtemps. Quand elle se faisait à manger, qu'après je vais me faire à manger, qu'elle avait pas lavé la casserole, j'avais envie de lui foutre par la gueule. Donc à un moment, je sais, tu vois. T'es pas faite pour la vie à plusieurs. Non. Ok. Ok. Et ok, putain, mais non, donc oui, il y a cette solitude à prendre en compte, mais du coup, dès tes 50, tu t'es dit, et du coup, il y a un truc qui revient beaucoup, tu parles beaucoup de ta famille, tu parles beaucoup de tes parents, qui à la fois, tu pensais à eux quand tu disais ce que tu pouvais dire ou pas dire sur scène, tu calculais l'âge de mort de tes parents à 5 ans. De savoir combien de temps ils allaient être encore en vie. Oui, tu voyais le verre à moitié plein, mais bon, il restait qu'à moitié plein, quoi. Ouais. Et du coup, tu parles beaucoup de famille, sans en parler trop sur scène, finalement, d'ailleurs. Il y a une pudeur vis-à-vis de ça ? Comment ça se passe ? Ouais. Pourquoi ? C'est des trucs que je fais... Voilà. Tu veux pas en parler ? Ouais. Ok. Bon, y a pas de problème, mais ok. Du coup, tu veux pas parler de... C'est un sujet que t'en parleras jamais ou sans rentrer dans le sujet de ça ? Non, mais je parle de ma famille et de trucs, mais il y a d'autres trucs qui me tiennent à cœur et je sais que je peux pas en parler sur scène. Ok. Il faut avoir des barrières en même temps, c'est normal. Mais par exemple, tu vois, tu disais que j'ai lu que Sarah Silverman, c'était une personne que tu regardais beaucoup et que t'aimais bien ou ces choses-là. Tu sens qu'elle a zéro tabou, entre guillemets, tu vois. Si t'en as, peut-être que c'est parce qu'il faut les exorciser, justement, et... Peut-être que ça passera par la scène un jour ou l'autre. Peut-être, c'est fort possible. Tu sais quoi, je pensais à ça en venant chez toi. Ah oui ? Ouais. Tu t'es dit, ce sera peut-être le moment un jour Ouais, je me suis dit, un sujet, peut-être qu'un jour, ça serait bien de l'aborder, ouais. Ok. Mais bon, il n'y a rien de dramatique, hein, c'est juste... Non, il faut avoir son petit jardin secret, ouais. Exactement. Ok. Ça m'intrigue quand même, j'ai envie de savoir. Mais j'irai pas chercher plus loin. Parce que justement, tu parles aussi on a parlé aussi du fait que tu as travaillé avant, tu as eu quand même des boulots assez différents les uns des autres. Tu as connu le monde du travail, entre guillemets, parce que pour moi, il y a vraiment deux types de travail. On a beau dire, après, il y a plein de travail différents, mais il y a le travail, entre guillemets, que tu aimes faire et le travail
pour être payé, quoi. Et toi, avant de faire de la scène, t'as connu que des travails pour être payé. Ouais, il y en a un que j'aimais bien quand même. C'était quoi? C'était quand je bossais dans une école de web et 3D. Ah ok, je croyais que t'allais dire quand j'étais mascotte. Quand j'étais mascotte, non. Ça, j'ai détesté. Mais ça, je l'ai pas fait longtemps. Ok. T'as connu le monde des petits boulots, etc. Ouais, bah ouais, j'étais animatrice en centre aéré. Après, j'ai bossé 1 an au Buffalo Grill les week-ends quand j'étais étudiante. T'as fait quoi comme étude d'ailleurs? Je sais même pas. En fait, j'ai fait 1 an en école de commerce franco-américaine, s'il te plaît. Bah alors? C'était trop bien, j'avais tous mes cours en anglais, c'était trop bien. Et en fait, j'ai arrêté au bout d'1 an parce que je me suis rendu compte que même si j'adorais les cours, bah, c'était pas ça que je voulais faire plus tard. Donc j'ai arrêté, c'était à Lyon et je suis venue à Paris pour faire un BTS audiovisuel que j'ai fait en alternance. Donc je bossais dans une boîte de production de spectacles. Et après, j'ai arrêté, j'étais embauchée par l'école dans laquelle j'ai fait mon BTS. Au début, j'étais assistante polyvalente et après, j'ai fait un remplacement. Et là, je me suis occupée donc, des étudiants qui étaient en web et en 3D et ça, j'ai beaucoup aimé le faire. Ouais, t'as fait combien de temps? J'ai bossé là-bas pendant 2 ans et demi. Ah oui, ouais. Ah oui, putain, ok. Ouais, les étudiants étaient vraiment hyper cool, j'ai vraiment... Alors après, j'y suis retournée, j'ai fait un remplacement congé mat, genre 1 an et demi après, en étant à l'accueil. Alors là, j'ai détesté. Je pense que tous les étudiants qui étaient là-bas à ce moment-là doivent se rappeler de moi et doivent me détester parce que j'étais exécrable. Ah oui? Je détestais ce taf-là. En fait, je m'occupais des étudiants qui arrivaient en retard, c'était toujours les mêmes, donc j'avais envie de les gifler. Puis tu fais partie des gens qui arrivent peu à cacher leur mauvaise humeur. Ah oui, moi je cache pas mes émotions. Hein. Moi, tu me casses les couilles, ça se voit direct. Hein. Ouais, je sais. Donc là, c'était toujours les mêmes qui arrivaient en retard. Ils arrivaient toujours ah bah j'étais hors de moi. Hein. Ah ouais? T'étais là, ok. Tu les engueulais? Non, je les engueulais pas, mais je pouvais vite passer pour une connasse parce qu'en plus, moi, il y avait des profs qui refusaient que les élèves rentrent en cours quand ils arrivaient en retard. Okay. Et du coup, c'était qui la connasse qui devait leur annoncer ça? Bah, c'était moi. Ok, donc t'avais le mauvais rôle, quoi. Bah, j'avais totalement le mauvais rôle. Okay. Avec les mamans qui m'appelaient derrière. Et tu leur disais quoi? Votre fille, c'est un connard. Il y en avait une, elle me dit, oui, mais écoutez, Loïs refuse de se réveiller plus tôt. Je dis, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est qui ce Loïs? Bah, c'était un étudiant en BTS audiovisuel qui arrivait toujours en retard. Et quand je disais, bah, je suis désolée, là, ta cour, elle va pas vouloir que tu rentres, là, la prof. Et du coup, il se mettait à avoir le menton qui tremblait. Donc, tu sais, le menton qui tremblait, là, je le voyais sortir. Bam, 3 minutes après, la maman qui m'appelait, je dis, bah, écoutez, c'est tous les jours pareil, donc il faut qu'il parte plus tôt. Écoutez, Loïs refuse de se réveiller plus tôt. Je dis, bah, alors moi, je n'y peux rien, en fait. Hein. Loïs, si tu nous écoutes, ce n'est pas une attitude à avoir. C'est quoi cette histoire de... Non, moi, je peux pas me réveiller, c'était quelle heure? Bah, les premiers cours étaient à 9h. Ouais, ça fait se lever tôt, quand même. Bah, ça va, tu te rappelles, au lycée, c'était 8h. Je me rappelle plus du lycée. J'ai fait un c'était blackout. 8h. Ouais, j'ai fait un blackout. Ah. Non, c'est vrai que ça existe, ouais. Mais toi, t'as une vie. Ça, c'est un truc que je voulais te demander du coup. J'ai l'impression que t'as une vie très réglée. Non, pas tant que ça. Parce que tu dis à minuit, je me couche, machin. Genre... Non, pas du tout. C'est non. Puis en plus, je suis pas du tout matinale, donc le matin, des fois, je me réveille à 11h. Mais là, j'essaye de régler dans le sens où, comme je vais au sport tous les jours, j'essaye de pas me lever trop tard pour aller au sport le matin et comme ça un peu je peux faire ce que je veux l'après-midi. Ça me stresse parce que je vois effectivement que dans les stories de un stand-upper stand-upper sur 2, tout le monde va au sport là pour préparer l'été. Moi je fais pas de story sur ça. Hein. Non mais il y en a plein. Mais en tout cas il y en a plein qui vont au sport en tout cas sans parler de story. Moi c'est pas pour préparer l'été, c'est pour préparer ma vie parce qu'en fait je me suis donné un objectif, c'est qu'avant 30 ans j'ai envie de me sentir bien dans ma peau. Ok, et ça passe par faire du sport. Ouais. Et en fait j'aimais pas ça et depuis que je fais du stand-up, j'arrive jamais à mettre mon cerveau sur off. Je suis tout le temps en train de réfléchir à ce que je pourrais raconter. Et en faisant du sport, je pense à rien. Et ça fait vraiment du bien. Je comprends. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, j'essaie de faire ma vie par rapport à ça. Donc sport tous les matins. Ouais. Ça fait combien de temps? Sauf quand je pars en tournée. Ça fait 3 semaines, hein. C'est nouveau. Hein. C'est beaucoup. Ah ouais, bon bah voilà, ça fait 3 semaines. Je viens de te faire changer d'avis en 2 secondes. Ouais. Mais non, parce que 3 semaines, ça commence à devenir... Tu vois, quand t'arrêtes la clope pendant 3 semaines, c'est que tu commences à arrêter la clope, quoi. Quand tu fais du sport pendant 3 semaines, mais du coup, toi là, ok, c'est beau. Moi, il faudrait que je m'y mette, mais je fais un tennis avec Jean-Philippe tous les vendredis matins. C'est tout. Ouais. Bah c'est déjà cool. Non, c'est pas assez. Bah après, ça dépend de ce que toi t'as envie de faire, mais en tout cas, moi, ça me fait du bien. Tu dis avant 30 ans, je croyais que t'avais 30 ans. Mais tu vas on a le même âge, Louis. Mais c'est pas les 30 ans qu'on fête bientôt, là? Mais t'es bien de 89. Oui. Et ben on va avoir 29 ans. Tu vois, je croyais que la soirée qui arrivait, c'était pour tes 30. Mais non.
Ok. Justement, j'ai bien dit dans le résumé, c'est le dernier âge de la vingtaine, donc j'ai besoin de gens J'ai pas pour lu me le résumé, soutenir. je lis pas les résumés des événements Facebook. Oh là là. Je lis pas les... Tu lis les autres? Mais t'as vu ma petite photo qui est si mignonne? Je crois même. C'est une photo de ouais, moi si, enfant. j'ai vu. D'ailleurs, je joue ce soir là. Bah oui, j'ai vu ça. Je passerai après. Bah j'espère bien. Je vais faire un blind test avec mes musiques préférées. Ah oui? Ouais. C'est ouvert au public, je peux dire ça aux gens des cafés au Le 7? Non, c'est pas ouvert au public. Bon, alors, c'est à Belleville, la soirée. Voilà. Mercredi 12 juillet. À voilà, Belleville. Exactement. Voilà, ok, on est sauvés. Ouf. Donc là, t'as un an. Tu dis avant 30 ans, tu t'es mis d'autres objectifs avant 30 ans? Tu te mets des objectifs d'ailleurs? Moi, je m'en mets plus. J'ai arrêté. Bah, moi, j'ai commencé à en mettre parce que figure-toi que j'ai lu un livre sur les habitudes. Ah, et du coup, tu on vois. y vient au livre de self-improvement. Voilà. Et non, mais même pas. Ça parle pas de toi, ça parle de comment ils ont fait changer des trucs aux gens, tu vois. Et du coup, je dis, c'est intéressant. Et du coup, je me suis mis des objectifs. Donc, non, c'est ça l'essentiel, c'est de moi me sentir bien avant mes 30 ans parce que je sens que ça va me changer la vie, quoi. Mais tu penses pas que si tu te sens mieux sur ces sujets-là, il y aura d'autres trucs qui vont te rattraper? T'as pas juste une personnalité anxieuse? Peut-être. Mais en tout cas, tu veux tester le truc. Ouais. Parce que du coup, tu dis que tu lis, ça c'est un autre truc. Je te vois lire parfois dans les loges. Ouais. Genre, c'est trop bizarre, genre de voir. T'arrives à te concentrer et à lire vraiment. Ça dépend du livre. Quand c'est des livres vraiment simples, j'y arrive. Et des fois, c'est des trucs compliqués, j'arrive pas à me concentrer. Ok. Et tu lis beaucoup? Ça dépend des périodes. Là, en ce moment, par exemple, j'ai lu en arrivant chez toi, là, je lis La Servante écarlate. La quoi? La Servante écarlate. C'est quoi ça? Alors, déjà? je déteste les romans. Vraiment, je déteste ça. Pourquoi? C'est parce que moi, j'aime bien, quand je lis, j'aime bien apprendre des trucs, justement. T'apprends avec les romans? Bah non, c'est plutôt de l'évasion, en fait. Et en fait, tu as vu la série de Handmaid's Tale? Non, mais on en a parlé. C'est fabuleux. Là où il y a des femmes qui sont procréatrices, etc. Voilà, c'est fabuleux. Et en fait, La Servante écarlate, c'est le titre français. Et donc là, je suis en plein dans la saison 2 et j'en peux plus à chaque fois qu'un épisode arrive. Et donc, j'ai acheté le bouquin parce que je ne tiens plus. Fabuleux, c'est un grand mot Non, quand vraiment, même. c'est ouf. Même avec Verino, là, quand on est en tournée, on en parle. Et la dernière fois, elle disait, putain, je suis dégoûtée d'avoir fini l'épisode. On a mis aussi l'administrateur de tournée. Il a commencé à regarder la série. Pareil, il aime vraiment beaucoup. Alors, trop. comment convaincre en quelques phrases à tous les auditeurs d'un café au 7 de regarder La Servante écarlate? Mais j'ai même pas envie de les convaincre, c'est juste regarder cette série parce qu'elle est géniale. Ouais, voilà, Tania Dictateur qui revient, quoi. Ouais. J'ai pas besoin de vous convaincre, vous m'écoutez, d'accord? Mais non, mais elle est fabuleuse, cette série. En fait, si vous... tu sais, c'est un truc d'anticipation un peu, où effectivement, c'est aussi en rapport avec l'écologie, en fait. C'est la planète qui part en couille et donc il y a des gens qui créent une nouvelle religion et qui font un nouvel état où j'arrive pas encore à savoir si c'était les personnes qui étaient riches ou si c'était ceux qui étaient au pouvoir qui restent encore au pouvoir. Toutes les femmes qui avaient des enfants sont toutes récupérées et elles sont mises au service des familles pour procréer pour eux. Okay. Parce que ces personnes-là ne peuvent pas avoir d'enfants. Okay. Et là, le but maintenant, c'est d'avoir des enfants parce que la fertilité a baissé de genre plus de 60% en 10 ans. Bah oui, ça j'avais. Les pays européens, ils sont en dessous du seuil de reproduction. Genre nous, on est 1,9 enfants par femme, quoi, en France, je crois. Il faut être à 2,1 pour que l'espèce se reproduise, quoi. Ah ouais, mais moi j'ai l'impression que c'est pas plus mal parce que sur population, quoi. Oui, mais après il y a beaucoup d'autres indices, je crois, parce que ça j'avais étudié un petit peu l'étude, comme Malthus, enfin les études malthusiennes, quoi, c'est-à-dire sur vraiment la population, le nombre de gens, etc. Et en fait, une population qui est en dessous du seuil de reproduction de l'espèce, effectivement là pour le nombre qu'on est c'est mieux, mais par contre c'est très mauvais signe pour plein d'autres choses en fait. Tu vois, ça montre dans l'état d'une société, d'une société qui fait pas d'enfants. Ok, donc il faut que je fasse des enfants en fait. Oui. Non, pas forcément toi, mais il faut que quelqu'un en fasse 4 du coup. Ok. Alors à qui je vais pouvoir mettre cette responsabilité? Je sais pas, après tu décides, hein, mais tu parles donc, ok, anticipation, et du coup il faut regarder La Servante écarlate et le lire ensuite. Handmaid's Tale. Tu regardes et après tu lis. Normalement je fais jamais ça, mais là j'aime tellement que je veux savoir ce qui va se passer. Ah, ok, tu veux te spoiler? Ah, moi je sais pas attendre. Ouais, je sais pas attendre. C'est marrant, t'as pas la culture du spoil? Non. Par exemple, quand j'ai eu le dernier livre Harry Potter dans les mains, le premier truc que j'ai regardé, c'est s'il mourait à la fin. Non. Ouais, moi je peux pas attendre, c'est impossible. Mais tu niques complètement ta lecture. Mais j'en ai rien à foutre, moi je sais qu'il est pas mort.
Ok, et du coup après tu lis en disant c'est bon, tu tournes les pages, il va rester vivant, il va rester vivant. Ah non mais moi je suis comme ça. Et oui, parce que tu dis pas spoil, c'est la seule question que tu t'es posée, parce que tu aurais pu te demander est-ce qu'il finit avec Hermione ou est-ce que machin. Non, ta question c'est est-ce qu'il va mourir quoi. Ouais. Encore un rapport à la mort, t'as dit. Il va falloir qu'on en parle de ce sujet, la mort. Ok, non, on va pas en parler. Moi j'avais un autre sujet, parce que c'est un sujet qui revient souvent en ce moment. Ouais. Et je vais peut-être te prendre de court, hein, mais moi j'y réfléchis un petit peu. Est-ce que, Tania, tu te sens française ? Et si oui, est-ce que tu es fière de l'être ? En vrai, je sais pas pourquoi, mais moi, c'est que je me suis posé la question récemment. Et moi, en fait, j'ai envie de dire juste... mais en fait, moi, je crois que je me sens pas français, entre guillemets, tu vois. Enfin, je me sens Louis Dubourg et je me sens appartenir dans un monde qui va tel qu'il est. Mais tu vois, la nationalité... Pour moi, c'est juste une facilité avec mon passeport ou c'est juste une histoire héritée mais qui ne me touche même pas vraiment. Et dans tous les débats aujourd'hui, je pense que ça fait du bien aussi de se poser cette question parfois. Tu t'es déjà posé ? Ouais, je me suis posé cette question, mais c'était aussi en rapport avec le monde parce que quand je vois tout ce qu'il y a avec les frontières, tout ça, je me dis putain, on fait des guerres pour un truc qui à la base nous appartient pas, quoi. La terre, elle nous appartient pas. Ça, c'est vrai. Et donc, c'est pour ça que je me dis, ça serait tellement plus simple si effectivement il n'y avait pas ces histoires. Mais bon, on peut pas revenir en arrière. Non, on peut pas revenir en arrière, mais même ce côté de là aujourd'hui, effectivement, avec tout ce qui va avec, c'est de dire que, enfin, entre guillemets, moi, il y a un truc qui m'a fait la base de ce débat aussi, c'est de voir la crise des migrants en ce moment et de me dire, ces gens-là, c'est des gens qui sont juste nés quelque part. Tu vois, à l'époque, il y a 3 générations ou 4 générations. Il y avait toujours eu des générations de gens qui s'étaient battus pour être là. Tu vois, il y a eu des guerres, des batailles, et du coup, t'es là et entre guillemets, tu l'avais mérité parce que tu t'es battu. Là, moi, je suis juste un petit connard dans le centre de Paris, quoi. À l'échelle du monde, si on prend un satellite et qu'on prend un point rouge, bah là, tu pourras noter sur moi connard au centre de Paris, quoi. Qui a rien fait. Je suis là dans mon petit appart, en chaussettes, en train de parler à Tania et tout va bien, mais. Ouais. C'est chelou quoi. T'as ce sentiment d'illégitimité parfois ? Bah ouais, en fait c'est pas un sentiment d'illégitimité, c'est juste que je me dis que j'ai de la chance en fait d'être née dans ce pays. Après pour répondre à ta question, même si effectivement j'ai pas, enfin ouais, je me sens française et je suis fière d'être française, mais je suis pas fière de toute l'histoire française. Ah bah oui. Voilà. Mais non, mais c'est important de le dire en vrai. Ouais, c'est vrai. Je suis vraiment pas fière de tout ça. Mais bon, après, moi j'y suis pour rien. Récente, et alors pour le coup, mes ancêtres, je sais qu'ils y sont aussi pour rien. Mais c'est marrant, c'est l'histoire très récente en plus, parce que je crois que ça fait partie de comment on apprend l'histoire de France à l'école. Où en fait, la Seconde Guerre mondiale et la décolonisation, pour nous, c'est un peu comme Versailles et Charlemagne, quoi. C'est les trucs de l'histoire. Sauf que c'était papy et grand-papy, moi, quoi. Moi, je trouve ça très énervant, d'ailleurs, de voir qu'à l'école, on nous apprend ce qu'on a envie qu'on sache. Ah oui. Et que, par exemple, l'année dernière, y a Kader Aoun qui m'a offert un bouquin sur l'indigénat. Oui. Donc le code de l'indigénat. Tu peux rappeler ce que c'est parce que moi je savais pas non plus. C'était le code qui c'était un peu la loi qu'ils faisaient en Algérie et dans les pays colonisés en fait. Et en fait quand tu lis tout ça tu dis on m'a pas appris ça à l'école, on me l'a pas appris. Donc on a appris que l'esclavage avait été aboli, mais en fait quand tu lis ça c'était de l'esclavage. Et c'était il y a pas longtemps. Et du coup, parce que là, on compare un peu le combat des femmes en ce moment, mais t'es une femme blanche, et il y a le fait d'être blanc et d'être français, tu vois ce que je veux dire ? Genre, je me suis demandé aussi, il faut pas faire d'échelle, mais tu vois, ce côté de, là, est-ce qu'on doit se sentir... Comment on doit gérer ce sentiment, la culpabilité ? C'est un truc que j'avais pas entendu depuis... là, j'ai fait un épisode avec Sugar Sammy juste avant, qui a beaucoup parlé de culpabilité blanche, et je savais pas ce que c'était vraiment, et en fait, il y a ce côté-là, tu l'as ça aussi ou pas ? C'est pas que je me sens coupable, mais en tout cas, j'ai conscience que c'est plus difficile. Et dans mon spectacle, à un moment, justement, je disais que en fait, j'ai de la chance d'être une femme blanche. Parce que c'est plus compliqué pour les femmes noires et pour les autres. Parce que l'année dernière, j'ai lu un livre sur l'afroféminisme. Et en fait, avant, moi, j'avais pas conscience. Pour moi, c'était les hommes et les femmes d'un côté, tu vois, j'avais pas conscience que par rapport à la couleur de peau, il y avait encore d'autres difficultés. Et donc, j'ai lu un livre sur l'afroféminisme de Bell Hooks, ça s'appelle « Ne suis-je pas une femme ?» et j'ai adoré ce livre. Et donc, j'ai pris conscience de tout ça, donc j'en ai parlé, où dans ce livre-là, justement, j'ai appris qu'à l'époque de l'esclavage, les femmes étaient considérées comme des tentatrices sexuelles démoniaques. Carrément. Ouais. Waouh. Et tout un programme. Ouais, donc je faisais des blagues sur ça, mais c'était pas encore assez drôle, donc je l'ai enlevé de mon spectacle, mais j'ai vraiment envie d'y revenir, et c'est un sujet qui me touche beaucoup. Et là, justement, la semaine dernière, j'ai lu un livre dans lequel, Noir n'est pas mon métier, dans lequel Shirley a participé.
Sur à l'écriture, sur les soignants. Donc non, ça c'est un sujet. Moi, je me sens pas coupable d'être blanche parce que moi, je fais rien pour les mettre. Je sais pas comment dire, mais oui, pour montrer ta différence. Voilà, je fais rien pour ça, mais j'ai conscience que c'est plus dur parce qu'il y a d'autres personnes blanches qui les traitent pas de la même manière, alors que moi, j'avoue que c'est cliché de dire ça, mais je vois bien qu'il y a des gens qui sont noirs et tout, mais je pense pas à ça en fait. Oui. C'est parce que tu remarques pas, parce que t'es quelqu'un de bien, Tania. Parce que je suis quelqu'un de bien. Non, mais parce que justement, on arrive quand même à un truc assez intéressant, c'est que à force de parler de ça, on parle de féminisme, noir, machin, et de fait noir, l'histoire coloniale de la France, ces trucs-là, est-ce que justement, on n'est pas justement tout court juste en train de trop segmenter complètement et que ça fait péter les plombs aux gens, quoi. C'est-à-dire que moi, pour le coup, je suis un homme blanc hétéro français. Je me sens chanceux de ouf, encore une fois, là, je te dis, je dors 9 heures par nuit, je gagne assez d'argent pour pouvoir m'acheter un plein de courses par semaine, et enfin, tout va bien, quoi. Mais effectivement, il y a des réalités du monde aujourd'hui qui sont très compartimentées et je sais plus où donner de la tête dans mon empathie et dans mon attention, entre guillemets, tu vois. Et est-ce que c'est pas une mauvaise chose aussi, entre guillemets, de nous perdre là-dedans, ou est-ce qu'il faut y aller jusqu'au bout ? Mais j'ai peur qu'on se divise tous, quoi. En fait, là, justement, il y a un grand mouvement des femmes noires et s'il est mis en marche, c'est parce qu'elles ont besoin de faire ça. Oui, c'est un besoin. Ouais, okay. Voilà, et donc, pour moi, il faut les écouter. En fait, comme nous, on n'est pas... c'est pas qu'on n'est pas touché, mais on n'est pas... Enfin, on est blanc, comme tu l'as dit, donc on peut pas comprendre ce qu'ils vivent. Et quand j'ai lu Noir n'est pas mon métier, il y a beaucoup de témoignages qui se recoupent, tu vois, tout le temps leur demander d'où elles viennent, de voir que dans les rôles... Pour qu'elles aient des rôles, ces femmes-là, c'est hyper compliqué parce qu'on est toujours en train de voir dans du théâtre classique, par exemple. J'ai vu une phrase, parlez-vous africain ou des trucs comme ça, c'est insupportable. Dans du théâtre classique, et dans du Phèdre, tu verrais pas mettre une femme noire. J. Caroline qui a voulu absolument que dans la pièce de théâtre Harry Potter, Hermione soit noire, c'est quand même un gros truc. Ouais. C'est tu vois, c'est quand même une des pièces de théâtre les plus marquantes, etc. Et en fait, après, est-ce que c'est de vouloir mettre des noirs parce qu'ils sont noirs ? Je sais pas. Par exemple, il y en a une qui parle... qui témoigne et elle a eu le rôle et en fait la personne s'en foutait qu'elle soit noire, c'était juste parce qu'elle était très talentueuse. Mais ça c'est le but final, quoi. Mais bon, pour en et après si on peut mettre effectivement des acteurs noirs, par exemple dans La Servante écarlate, à un moment elle parle de sa fille, clairement on comprend que sa fille est blanche, dans la série son mari est noir et donc leur enfant est métis, et tu vois ils ont mis des acteurs donc qui sont noirs et je trouve ça intéressant parce qu'effectivement on est toujours en train de mettre Enfin, on le voit bien au cinéma et à la télé, c'est quand même principalement des acteurs blancs, sauf que c'est pas du tout représentatif de la société actuelle. Si, pardon, on voit des noirs quand c'est des voleurs ou... oui, y a tu vois, ça. C'est toujours dans les mêmes rôles, en fait. Et c'est pas du tout représentatif de... Mais là, quand tu parles de ça, justement, il y a un truc intéressant, c'est que tu dis, il y a l'urgence d'en parler. En fait, je crois que j'arrive à sentir ça un peu dans les combats, il faut pas les séparer comme ça, mais... Ce côté, quand ils sortent vraiment d'un cri et d'une urgence, quoi. Il y a vraiment ça aujourd'hui. C'est qu'ils en ont besoin et que donc il faut les écouter. C'est comme les femmes, quand on a toutes voulu prendre la parole avec le hashtag MeToo, même si on a plein qui ont dit que ça servait à rien, en fait, c'est qu'on a eu besoin de faire ça. Ça a servi à rien. Weinstein, il est en zonzon, là, apparemment. Hein. Ah ouais ? Ouais, ça y est, depuis 3-4 jours, là, il est en zonzon. Et il y a plein de meufs qui ont parlé en disant c'est ouf pour nous de voir ça parce qu'on pensait vraiment que ça arriverait pas, ce truc-là. Après, faut pas que ça soit ça juste pour que ça soit un symbole. Non, mais parce que tu vois, j'entends encore des gens qui disent oui, mais du coup, toutes les femmes parlent maintenant parce que c'est à la mode. Et je dis c'est pas du tout à la mode. C'est juste qu'il y a eu une prise de parole et que donc il y a eu d'autres femmes qui ont osé parler alors qu'avant elles n'osaient pas parler. Ouais, je comprends. J'avais envie je l'ai pas encore fait, mais j'avais envie d'en parler avec ma grand-mère de ça, de savoir. Tu sais comment elle avait vécu sa vie de femme en fait. Ouais, mais en plus moi quand il y a eu le hashtag MeToo, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que j'avais oubliées dans ma vie. Ah ouais, la mémoire sélective, ça c'est un vrai truc. J'ai écrit un texte un peu là-dessus, mais du coup j'avais plein de trucs qui me sont arrivés avec des hommes que j'ai voulu oublier et je sais que même il y a eu une personne où je me suis dit c'est de ma faute et en fait quand il y a eu tout ça, ces histoires sont revenues et j'ai tout reposé à plat et je me suis dit mais non en fait j'y étais pour rien, je n'ai rien fait. Ouais, ça c'est la fin de. Et ça c'est fait du bien. Ouais, parce que je me sentais coupable et en fait, on te met dans une position où, comme j'en reviens à La Servante écarlate, où on leur dit que si elles se font violer, c'est de leur faute, c'est parce qu'elles se sont habillées trop court, et comme on entend dans la société actuelle, hein, les femmes qui sont violées, la première question qu'on leur pose, c'est comment elles étaient habillées, tu vois. Et donc, on a toujours ce truc de nous mettre la responsabilité à nous, et donc on se sent coupable. Et donc là, je me sentais coupable. Alors, je me suis pas fait violer ni rien, mais bon, il y a eu des histoires avec des gars où j'ai eu l'impression que c'était moi, et je me suis rendu compte que non, en fait, c'était pas moi.
C'est très... Enfin, en tout cas, moi, je revois encore la scène, bon, après comparer ça à un film, mais tu vois, la fin de Will Hunting, quand Robin Williams dit à Matt Damon, c'est pas ta faute, c'est pas ta faute, c'est pas ta faute, jusqu'à ce qu'il craque. Je pense que ça, c'est très important, le moment... sortir de la culpabilité, quoi, de dire non, c'est pas ma faute en fait. Et je pense que ça a fait du bien pour ça, pour les femmes en tout cas, parce que pour moi la différence, enfin ce mouvement, je crois, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais moi ce mouvement là où il a été important, c'est que moi il m'a juste fait changer d'échelle en fait. Je savais que ça existait, mais je savais pas que c'était à un tel niveau. Je savais pas que c'était toutes les femmes en fait. Et je pensais pas qu'il y avait autant d'hommes qui faisaient ça. Et moi justement, je suis allé chercher, tu parles de mémoire sélective, je suis allé chercher moi en me disant peut-être que j'ai fait de la merde ou je sais pas quoi. Bon, après, une longue réflexion, je pense honnêtement pas, mais on sait jamais, tu vois, de dire honnêtement pas, déjà c'est une connerie peut-être à la base, je crois, je sais pas, comment tu prends ça? Quand je te dis, si moi je te dis, en tant qu'homme, je crois que j'ai jamais fait de connerie avec une meuf, tu me dis c'est forcément pas vrai, ou tu me dis c'est peut-être possible? Non, je te crois parce que je vois comment t'es et que je pense pas que t'aies fait ce genre de choses. Mais moi j'ai plein de potes qui ont jamais rien fait avec des femmes. Hein. Tu sais pas, après peut-être que si tu vis d'un petit truc, enfin bon. Oui, après c'est vrai, c'est possible. Quand Catherine Deneuve parle du droit d'importuner, tu penses quoi toi à ce moment-là? Je pense qu'elle ne vit pas la même vie que nous, en fait. Oui. Elle a un autre cadre de vie et elle peut pas se permettre de parler pour ça, en vrai. Ok. Pour moi, elle est pas légitime dans... Et pour moi, elle est vraiment pas légitime pour ça, en fait. Ok. Ouais, je comprends. C'est intéressant de le voir comme ça. Ok, bah écoute, bon alors attends, ça c'était un sujet peut-être un peu trop profond pour finir parce qu'il faut qu'on finisse quand même sur un truc un peu plus... Ah si, bah j'ai un truc un peu plus léger pour terminer le podcast. On va reparler, ça fait quoi? Oh bah 1h20, bah oui, ok, c'est parfait. Le temps est pas si vite, non? T'aurais dit que ça faisait combien de temps? Je sais pas, mais pas 1h20. Ouais, ça fait 1h20. Voilà. Et du coup, pour finir, on va re-raconter, et ça sera la fin de ce podcast, mais je pense qu'il faut raconter la tournée rock'n'roll à Strasbourg. Oh là là. Alors, on parle de quoi? On va parler du fait que moi, c'était ma première tournée déjà. C'est la première fois que j'allais à l'étranger. Tu vois comment je suis. Alors, chez les Allemands. Bah, c'est vrai que c'est quand même à 1h30 de train. Non, j'ai pas oublié la guerre. Non, en vrai, on a été à Strasbourg et ça a été une tournée rock'n'roll et où on a fini au Camionneur, donc dans un endroit où on a joué devant des gens, etc. Et après, on a un peu fait la fête et Tania a fini en mode rock'n'roll. Vois venir. Ouais, voilà, j'étais sûre que ça allait être ça. Mais parce que tu supportes mal l'association de drogue, enfin de drogue, c'est pas de la vraie drogue. Ah oui, attends, parce que si ma mère écoute, elle va croire que j'ai pris de la coke là. Non, je vais dire bip. Non, on a juste fumé un joint à 5 et on a bu un peu plus que de raison parce que c'était notre dernier soir. Et effectivement, Tania... Moi, je crois que j'ai pas tant bu que ça, mais effectivement, même si j'ai bu un seul verre et qu'en fait, je fume du hashish, comme dirait ma mère. Jamais allier les deux. Et ben, du coup, j'ai vomi. Mais vraiment en mode rock'n'roll quoi, genre on est parti du bar en mode on a détruit les chiottes et en fait merci on avait toute notre thune dans la poche. C'est bien Pierre qui m'a accompagnée. C'est Rémi ou Pierre, je sais plus. Bon, ah oui, c'est peut-être Rémi qui m'a accompagnée aux toilettes. J'ai demandé, je voulais pas y aller toute seule parce qu'il y avait les patrons et j'ai dit mon Dieu, je vais donner une mauvaise image, donc il m'a accompagnée. Je crois même qu'il m'a tenu les cheveux pendant que je vomissais. Et après donc on voyait mon maquillage avait coulé parce que tu sais quand tu vomis ça te fait un peu pleurer, donc mon maquillage avait coulé. Je me regarde et je dis ça se voit que j'ai vomi. Non. Et en fait, ça se voyait totalement que j'étais défoncée. Mais totalement. Ah bah, ça se voyait vraiment fort. T'étais verte. Et du coup, on a dit, ouais, ça va. Je suis un peu barbouillée. Je sais plus comment j'ai essayé de m'en sortir, mais c'était ridicule, quoi. Bah là où c'est. Parce que c'était pour parler de ça, effectivement, mais pas pour parler que de ça. C'est que là où c'était rock'n'roll, c'est quand même que. Donc, il est arrivé ça. Chiotte détruit, on finit la tournée, machin. On rentre et on avait chacun 400 balles en billets sur nous. Et on a sorti tous les billets qu'on a foutus sur... Tu as sorti tous les billets que tu as mis sur le lit et tu as sauté dans le lit. On a fait un saut. Et franchement, c'est ça la vie de stand-upper aussi. Il faut dire ça aux gens. C'est important qu'on répète ça aux gens. Non. Bah oui, si. Bon, après, moi, je ne fais pas ça chez moi, mais bon, je sais même plus si j'ai... Bah non, moi, je fais pas ça chez moi. Je sais même plus si j'ai sauté sur le lit. Je crois qu'il y a... Si, tu l'as fait. Et puis, si, on avait mis la chanson de Booba, qu'est-ce que je vais faire de tout cette oseille? Ouais, évidemment. Attends, ça a été... On a vidé tout le mini-bar et tout. Non, ça, c'est pas vrai. Non, ça, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On n'est pas non plus si rock'n'roll que ça. Ouais. Non, mais attends, on est un peu rock'n'roll. On était allé sur le marché de Noël, on s'était pris des verres de vin chaud. Oui, c'est vrai. Je crois